Il y a une mission chez Vitra qui n'est pas que commerciale, elle est commerciale, culturelle et environnementale. T'as une carrière assez incroyable quand même. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier d'éditrice ? Moi, tout ce que je voulais, c'est ne pas m'ennuyer, être passionnée par ce que je fais. Tout le monde est capable de lire les chiffres, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir un ressenti fort sur là où tu dois aller. Moi, j'ai toujours eu ces ressentis. Qu'est-ce que t'as appris d'autre aux États-Unis ? Tu vois, ils n'ont pas de complexe. Tout le monde ose parler. En France, quand tu fais encore des séminaires, vous avez des questions, souvent on n'ose pas. Le design, c'est un secteur d'activité où tu as un rôle en fait sur le bien-être des gens. Nora Feldbaum, elle dirait que le meilleur produit, c'est celui qui va durer le plus longtemps. Je trouve que tu passes un cap en management quand t'as pas peur d'avoir des gens qui sont meilleurs que toi dans ton équipe sur certains domaines. Vous êtes préservé par l'intelligence artificielle ? Personne ne l'est vraiment, puisque dans le monde de la création, ça va tellement vite. Il faut que les entreprises elles investissent dans la formation pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Comment je vais m'en servir ? Et comment j'embarque mes équipes ? Parce que ceux qui ne seront pas embarqués, là, ils vont être en danger. Qu'est-ce que tu ferais différemment là dans ce parcours ? Moi, je me suis dit, je ne serai pas ce type de personne. Enfin, c'est pas moi, je ne veux pas. Je veux être moi et je veux être une femme avec mes forces et mes faiblesses. Ce qui pouvait paraître comme une faiblesse quand on parle d'intelligence émotionnelle ou de soft skills, ça sonne bien. Mais à l'époque, ça sonnait pas bien. T'étais fragile si t'avais des ressentis. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Karine Gintz. Salut Karine. Salut Adrien. Alors, aujourd'hui on va parler édition. Toi t'es la patronne, la managing director, c'est quoi le titre officiel ? Directrice générale. Directrice générale de Vitra France, qui est une maison d'édition. Tu vas nous expliquer en long, en large et en travers de ce que c'est que Vitra. Mais pour mettre un peu de contexte, là on est où ? On est chez Drouan, tu connaissais l'endroit Oui. C'est là où ils remettent le prix Goncourt, etc. Mais non, ma question que je voulais te poser, c'est surtout qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, d'après toi, Karine ? On va apprendre pas mal de choses sur Vitra, quand même, qui est une belle marque et qui fait rêver plein de gens. Moi, la première, moi avant aussi. De la rejoindre. Et le rôle de l'édition, pourquoi la marque elle est différente. J'aimerais peut-être aussi partager un petit peu mon parcours parce que je pense que je suis une femme. J'ai eu aussi des challenges par moments et j'ai été beaucoup drivée par l'international, donc c'est quelque chose qui aussi m'a pas mal marqué. Donc un peu parler peut-être des choses qui m'ont plu et les difficultés que j'ai eues. Ouais. De soft skills aussi ? De soft skills, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Les soft skills, l'intelligence émotionnelle, j'en parlerai, mais c'est vrai que moi je venais d'une famille qui était très rationnelle. Parents profs, éducation nationale, donc plutôt orienté géopolitique, histoire, et pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, ni de l'innovation et la création. Donc ça m'a pris du temps pour comprendre qui j'étais et les qualités que j'avais, parce qu'elles étaient très différentes de celles de ma famille. Très bien. Pour mettre aussi un peu de contexte, le Vitra, donc vous êtes sur le marché du mobilier, quoi, perso et professionnel, B2C, B2B. Aujourd'hui, c'est quoi ce marché ? Ça représente quoi ? Et vous êtes aussi quand même sur le marché du travail, non, quand même, enfin sur le marché du futur du travail aussi. Oui. C'est comment les gens travaillent, etc. Comment ça évolue. Tu peux nous faire une petite big picture, big picture de ça. Je pense que c'est donc déjà c'est une entreprise familiale. Ça c'est très chouette parce que moi j'ai été dans des groupes avant qui appartenaient donc qui étaient cotés en bourse, et être dans une entreprise familiale, ça veut dire que ce sont vraiment eux qui sont aux commandes en fait de l'avenir de l'entreprise. On en est à la 3e génération. C'est fou. Oui. Et donc en fait c'est une famille qui est vraiment drivée par le pouvoir du design, et donc assez unique parce que il y a une mission chez Vitra qui n'est pas que commerciale, elle est commerciale, culturelle et environnementale. Donc je pense qu'on reviendra dans le détail. Et effectivement, ce qui est aussi assez unique il y a plusieurs choses qui sont assez uniques chez Vitra. Souvent les produits, ils vont voyager d'un segment à l'autre. Donc ça a démarré Vitra plutôt par le mobilier de bureau, et après on a commencé l'habitat, mais c'était quasiment les mêmes collections. Donc aujourd'hui Vitra, c'est vrai qu'on fait des bureaux qui ont toujours ressemblé à la maison, et on a toujours été également dans la maison. On fait aussi des aéroports, hospitality et des espaces publics. Et donc il y a beaucoup de transversalité dans les produits, et ça c'est quelque chose qui est assez fort.
Un autre point aussi, je pense, qui pourrait être intéressant, c'est qu'on connaît beaucoup Vitra pour ses classiques. Donc, bien évidemment, il y a toute une histoire sur les classiques. Elle est aussi assez incroyable. Comment Vitra a démarré? Parce que Vitra, à la base, ça voulait dire vitre. Donc, c'était pas du tout du mobilier. Donc, en 1934, Vitra faisait de l'aménagement de boutiques, du retail. Et c'est lors d'un voyage aux États-Unis que la première génération, les premiers fondateurs, donc Willy et Eric Affelbaum, sont tombés nez à nez avec un produit de Charles Ray Eames, sont tombés complètement amoureux du produit, ont voulu absolument rencontrer les designers, et c'est comme ça qu'a démarré d'abord une amitié entre eux, les Affelbaum et les Eames, qui perdure encore aujourd'hui avec la 3e génération, et le démarrage en fait de fabricants de mobilier. Ok, incroyable. Et ce marché du mobilier, c'est quoi en termes de business, de chiffre d'affaires, etc. dans le monde? C'est énorme, non? Et déjà en France? Effectivement, c'est important. Dans le marché au global, je veux dire. Ouais. Nous, notre place, en fait, on essaie de se positionner comme étant l'éditeur de design. Ouais. Nous, on veut avoir une taille humaine pour toujours aussi être dans la création et pouvoir faire des choix aussi créatifs, donc pas que commerciaux. Et ça, c'est très important. Pour la famille, pour les générations suivantes. Ok, ouais. Très bien. Ça met un peu de contexte et une bonne introduction. Moi, j'aimerais bien comprendre comment tout ça a commencé pour toi, parce que t'as une carrière assez incroyable quand même. Tu viens de l'Est de la France, je crois, et t'as eu cette carrière internationale, et puis aujourd'hui t'es la directrice générale de la France, donc c'est quand même un poste à haute responsabilité. C'est cool, c'est ambitieux. Tu viens d'où? T'es né où? T'as grandi où? Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier d'éditrice? Alors, donc je viens d'une petite ville de France, Vesoul. Et en fait, je pense que pour moi, être née à Vesoul, c'était presque une erreur, parce que j'ai toujours adoré les grandes villes et j'ai toujours adoré le voyage. Ça venait un peu de mon père, qui était prof de langue, et on avait toujours beaucoup d'amis étrangers chez nous pendant les vacances. Ça parlait toujours des langues étrangères. Mon père adorait voyager, donc on est beaucoup partis en vacances. On partait en Grèce à l'époque, on mettait une semaine pour aller en Grèce, on y allait en voiture, et voilà, donc c'est quelque chose qui m'a toujours animée. J'ai toujours voulu habiter dans des grandes villes, habiter à l'étranger. Après, je savais pas forcément si ça s'est arrivé par hasard en fait le design. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait une université d'économie et de marketing en Allemagne, et à la fin, j'ai commencé à travailler. J'avais un stage chez Hewlett-Packard dans la technologie, et ça m'a pas plu du tout. C'était trop abstrait, c'était pas du tout. Et moi, j'avais toujours aimé un petit peu tout ce qui était graphique. Quand j'étais petite, j'adorais collecter tous les magazines de mode, faire des collages, je faisais beaucoup de dessins également, de collections de mode. Et je pense que ces signaux, mes parents, ils l'ont pas du tout détecté. Je pense que j'aurais pu aussi faire une école d'art graphique. Pour moi aujourd'hui, c'est une certitude. Et donc ensuite, mon premier job, c'est chez Steelcase. Steelcase, c'est une entreprise américaine, c'est le leader mondial du mobilier de bureau, et assez différent de Vitra, mais aussi très intéressant, parce que Steelcase, c'est un peu une entreprise très rationnelle, tournée sur la recherche. Et moi, je pense que j'étais pas trop académique, mais je me suis retrouvée parce que j'avais peut-être besoin dans le travail d'être stimulée par plein de choses différentes. Et quand je suis arrivée chez Steelcase, c'est une entreprise qui était très tournée vers l'apprentissage. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les entreprises pour stimuler les jeunes, les faire apprendre. Et donc, c'était une entreprise, effectivement, où on était... c'est ce qui m'a plu, hein, que ça a commencé doucement comme ça dans le design. Le design, c'est un secteur d'activité où tu as un rôle, en fait, sur le bien-être des gens. Puisque tu vas concevoir soit des espaces là où les gens vont travailler, ou des espaces pour la maison. Et tu as toujours l'objectif que l'entreprise soit efficace, l'organisation, mais également que les employés s'y sentent bien et qu'ils puissent travailler ou vivre au mieux. Et chez Steelcase, il y avait beaucoup d'architectes. Chaque fois que tu démarrais un projet, en fait, tu vois, il fallait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc on réfléchissait à l'entreprise, mais beaucoup sur les utilisateurs. Et
Donc voilà. C'est-à-dire que toute la journée, il y a des gens qui font de la recherche, ils se disent mais comment les gens travaillent, comment les gens vivent, comment est-ce qu'on peut les mettre dans les meilleures positions possibles, meilleures dispositions possibles pour bien bosser, vivre mieux, quoi. Exactement. T'as toujours des équipes qui travaillent dessus. Si tu te lances sur, je sais pas, un nouveau espace de travail, un nouveau siège de travail, une nouvelle table, ils vont d'abord essayer de regarder la manière dont les gens en fait collaborent, où est-ce qu'ils se retrouvent, comment ils se sentent bien, avant de faire le brief en fait pour l'équipe design. Et moi, en fait, j'ai eu la chance, en fait, assez rapidement chez Steelcase d'être chef de produit, et j'étais responsable, en fait, du développement d'un nouveau siège de travail, qui avait pour objectif, c'est le premier siège entrée de gamme de de Steelcase, et à l'époque, j'avais 25-26 ans. Il y avait un chef de projet qui rapidement n'a pas convenu et est parti, et on m'a mis à 26 ans chef de projet. Chef de projet, ça veut dire que tu coordonnes tout le développement et toutes les équipes. Donc t'es en fonctionnel, t'es pas en hiérarchique, t'es en dotted line avec ces équipes. Donc j'avais le design qui était interne et externe, la R&D, le marketing dont j'étais responsable et également les opérations. Et ça a été une expérience complètement dingue. J'ai eu l'impression que c'était ma boîte en fait. Et on était 3 entre le design, marketing et R&D, et on a tout fait avec notre cœur, et on a développé en fait un siège pour laquelle on s'est posé beaucoup de questions sur quels étaient les signes extérieurs pour l'utilisateur pour voir qu'il était confortable, comment l'utilisateur pouvait l'appréhender, parce que les sièges de travail, c'est toujours compliqué dans le design de comprendre où sont les réglages, quels étaient les liens avec la marque Steelcase, etc. Le siège a été lancé et ça a été un best-seller pendant une dizaine d'années. Je crois qu'il a eu une vie au moins de 20 ans. Et c'est ça aussi le design. On parle de quel est l'intérêt pour le design, c'est que tu es dans des choses durables. Par rapport à peut-être la mode où c'est un peu plus éphémère. Nous, vraiment, l'idée quand on lance des produits, c'est qu'ils puissent rester sur le marché le plus longtemps possible. Donc, il faut vraiment réfléchir à la meilleure utilisation. De là, ce premier job, donc là t'es aux États-Unis, hein, Steelcase. Hein. Ah, là je suis en France. Là t'es en France. Après je pars à Londres. D'accord. Pour Steelcase. Ouais. Je pars à Londres, je suis la directrice marketing UK. Et Steelcase en France, ils font de la recherche et développement. À l'époque en fait, t'avais le siège international en fait. Donc t'avais les US et Strasbourg qui était le siège international. Maintenant ils l'ont déplacé à Munich. Qui est allemande. Américaine. Ouais. Donc en fait, dans le marché du mobilier de bureau, les leaders en fait, c'était 3 grosses marques américaines. Donc c'était Steelcase, Herman Miller et Hayworth. D'accord. Mais comment ça fait qu'ils avaient un siège c'est le siège européen, c'est pas le siège international, si? Si, parce qu'en fait, à l'époque, c'était le siège européen et international. Parce qu'en fait, ils avaient, à l'époque, c'était avant la période de la globalisation où tout a été globalisé, ils avaient encore des usines. Et donc, eux, pour prendre un pied-à-terre sur l'Europe, il y avait une marque historique qui s'appelait Strafford, qui était à Strasbourg et qu'ils avaient racheté. Donc, en fait, eux, leur croissance, ils l'avaient fait également par des acquisitions. D'accord. Et donc au départ ça a été Steelcase Strafford jusqu'à ce que ça devienne Steelcase. Et donc moi j'ai rejoint Steelcase, j'avais pas vécu la période d'avant. Et donc au départ il y avait encore des collections qui étaient différentes entre les États-Unis et l'Europe. Et au fur et à mesure dans les années qui ont suivi, ils ont essayé de plus en plus de faire des collections globales. D'accord. Ce qui a pas toujours fonctionné parce qu'à un moment on est allé peut-être trop loin dans la globalisation et on a perdu les spécificités locales. D'accord. OK. Donc là tu es en France, après tu pars à Londres. Je pars à Londres. Et là tu changes de job et de poste au fur et à mesure que tu avances. Oui, ouais. Donc là je fais plutôt du marketing opérationnel, c'est ma première expérience sur un marché. Ouais. Donc et en plus quelle chance parce que c'est Londres. Londres, c'est une ville qui est assez magique pour tous ceux qui ont pu y travailler. T'as la concurrence de partout. C'est une ville où t'as des Américains, t'as des Australiens, t'as des gens de l'Asie, puisque voilà, c'était une ville très ouverte avant le Brexit. Et donc je pense que d'un point de vue créatif, ça te pousse et te stimule énormément parce qu'il faut toujours que tu te dépasses en fait. Tu peux pas juste être moyen, faut vraiment réfléchir à ce que tu peux faire différemment. Moi, sans aller dans le détail, j'ai eu de la chance parce que les années où j'y suis restée, j'ai eu la chance de travailler sur l'ouverture du nouveau showroom de Steelcase qui était à Clerkenwell, qui était de plein pied, et donc réfléchir à un programme, déjà créer cet espace, comment
pouvaient être différents. C'était l'époque où tu crées des showrooms vivants. L'idée, c'est que les gens puissent, en tout cas dans le B2B, visiter ton showroom et comprendre ton concept d'aménagement et pourquoi il est différent. Te projeter. Et puis, voilà, j'ai dû mettre en place, tu vois, des programmes de talk, d'événements, de présentations, dans une ville avec plein d'acteurs. Donc, c'était super riche. Ouais, j'imagine. Ouais. Ok, très bien. Donc, là, tu fais quelques années là-bas? Quelques années. Je rentre rapidement en France, mais je veux surtout pas rester en France. T'as l'appel de l'étranger. J'avais l'appel de l'étranger. J'étais déjà maman. Donc, quand je suis partie à Londres, j'avais mon premier fils qui avait 1 an et j'ai mon deuxième garçon à Londres. Et j'avais toujours aussi, alors pour moi déjà personnellement, cette envie de vivre à l'étranger, mais aussi c'était aussi un projet familial. Ouais. Et je trouvais ça génial de se dire que on partait et que tout le monde allait étendre un petit peu son esprit. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Donc là, on part. Donc je suis mariée. Mon mari et moi, on part aux États-Unis. Donc lui travaille aussi pour Steelcase et moi, là, ça faisait plusieurs années, j'en avais ras-le-bol du mobilier de bureau. J'avais plus du tout envie. Et la chance que j'ai eue, c'est que chez Steelcase, il y avait différentes marques également, et ils étaient en train de créer la marque Coalesce. Coalesce, ça veut dire coalescing, c'est crossover, c'est les échanges, les passerelles, et en l'occurrence c'était la passerelle entre work and life, entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Donc là, on est à une époque où la technologie commence à nous libérer des espaces de travail. Ouais. Et en plus, on est aux États-Unis. Donc c'est l'époque où tu as la naissance des Ace Hotels, des Standard Hotels, donc tout ce qui est hospitality. Et là, tout d'un coup, les gens, ils ont plus envie de travailler ni au bureau, ni dans leur chambre, et ils descendent dans le lobby. Et donc, on a plein de lobbies hyper vivants qui deviennent des espaces de vie, des communautés. Tu as, plutôt sur la côte ouest, on parle de la culture des free agents. Donc, c'est un petit peu, tu vois, ces auto-entrepreneurs qui ont vraiment démarré très tôt, des jeunes ou même des professionnels qui veulent pas forcément faire partie d'une entreprise, qui veulent être créatifs, qui veulent être dans une communauté, mais être plus libres. Donc tout ça, ça crée une communauté en fait qui va pas acheter de manière classique en fait du mobilier. Et quand on parle de crossover, c'est une marque qui moi m'a parlé personnellement. C'est tu ne choisis pas entre être un professionnel et avoir une vie privée, tu vois. C'est qu'en fait on veut les deux. On a envie d'une vie exaltante au travail et on a aussi envie d'avoir une vie de famille. C'est fini l'époque où il fallait choisir en fait, que ce soit un homme ou une femme. Ça, ce shift, il se fait quand ? Dans les années 2000 ? Oui, là on est en 2010 par là, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. 2010. Ouais, parce que toute cette vague de standards, de Ace, etc. C'est les années, c'est fin 2010. Ça veut peut-être démarrer un peu avant, mais c'est là où on commence à se dire, tiens, on peut peut-être commencer à transposer, parce que ces codes qui ont apparu, c'était plus peut-être dans un espace communautaire. On pensait quand même pas que les gens allaient tous commencer à travailler dans des lobbies. Ouais. Donc là, l'idée c'était pour cette marque qui s'appelait donc Coalesce. Le Design Center était à San Francisco. C'était d'aller chercher des designers et des designers européens. Donc moi, j'étais parfaite parce que j'étais française, j'avais un réseau déjà. Un réseau, je comprenais l'Europe et j'allais comprendre les États-Unis. Et donc on allait travailler avec Patricia Orchiola, Jean-Marie Massot, Toine Nguyen, Arik Lévy, donc des grands noms du design de l'Europe qui ont accepté de travailler avec nous pour développer des nouveaux produits. Trop bien. Et là, Coalesce, ton job à toi, c'est quoi là ? Là, je suis vice-présidente Global Marketing. Donc, je m'occupe du marketing. Donc, j'avais la marque. T'as une carrière quand même qui va vite, non ? Je ne sais pas. Là, Ah oui, excuse-moi, là, j'ai entre 35 et 40 ans. D'accord. Donc, t'as déjà 10-15 ans d'expérience dans les pattes. Ouais. Ouais. 10 ans. 10 ans. 10 ans, et après, je me rends pas compte, c'est vraiment, c'est des énormes boîtes, des petites boîtes, il y a une compétition de dingue, ça reste à taille humaine, familiale. Alors, non, Steelcase, c'était assez gros, hein. Le chiffre d'affaires, c'était plusieurs milliards. Coalesce, c'était petit dans Steelcase, mais c'était. Forte ambition, ouais. Ouais. Une forte ambition, puis de se différencier également, puis d'apporter, c'était très image. On allait également, l'idée c'était d'ouvrir des nouveaux canaux de distribution, puisque Steelcase était B2B, et donc dans le crossover de Coalesce, c'était d'être dans du wholesale, mais également d'être dans du B2C, et de targeter énormément les architectes. C'était un succès de Coalesce ? Alors,
Ça aurait pu être un succès. Et en fait, Steelcase, on a eu un changement de PDG. Donc pour moi, c'était un learning en fait. On a eu un changement de PDG. Jim Hackett, qui était le PDG de Steelcase pendant plus de 26 ans, c'était un homme qui était très tourné justement, quand je te dis que j'ai beaucoup aimé Steelcase, sur la recherche. Et quand il est parti, il y a eu un changement de direction. Et donc la marque OLS est redevenue un portefeuille plus ou moins de Steelcase. Et donc là, moi, je me suis dit, j'ai travaillé pendant 4 ans, jour et nuit quasiment, parce que j'étais passionnée par le projet. Et là, il y a un retournement de situation. Et c'est là où, dans ma tête, je me suis dit, mon next move, soit c'est ma boîte, soit c'est une entreprise familiale avec laquelle je connecte. Parce que travailler autant dans une direction qui peut changer, ce qui arrive souvent dans les grands groupes, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant. C'était quoi? C'était qu'il fallait ils ont voulu se refocaliser sur le mobilier de bureau, sur la vache à lait, etc. Ouais, c'est ça. C'était vraiment Donc aujourd'hui, non, la marque, elle a plus aucun intérêt. Et pour autant, on avait fait des études de notoriété. On était hyper bien placé auprès des architectes parce que c'était une marque qui était très progressive, très différente. On n'avait pas les codes, les mêmes codes que les grands industriels. D'accord, ok. Donc la frustration ultime, je me casse. C'est un peu, ouais. Donc là, j'ai... Là, tu vis aussi quand même à SF, à San Francisco. Ah non, alors j'aurais bien aimé, je vivais dans le Michigan. Donc néanmoins, avec une famille, c'était pas mal. J'étais au cœur du pays. Donc j'avais mon agence de VRP qui était à New York. J'avais donc le Design Center où j'y allais une fois par mois, qui était à San Francisco. Après, je devais voyager en Europe. J'avais des enfants qui étaient petits. C'était pas simple en fait, mais c'était génial. Après, on était 2, donc j'avais mon mari, et c'est vrai que c'est des aventures qui sont plus faciles quand t'es à 2, parce que sinon c'est quand même faut pouvoir intense, s'organiser. Ouais. Il faisait quoi lui d'ailleurs? Il bossait aussi comme un fou? Oui, ouais aussi, mais peut-être différemment. Il était directeur du développement d'une catégorie de bureaux. D'accord. Ok. Et tu recommandes de vivre si loin de ton noyau familial, etc. Ça a été dur, c'était facile? Ah non, c'était génial. Ouais. En plus, c'est presque un cadeau que tu fais à tout le monde, hein, parce que t'as ta famille qui vient te voir. Ouais. En fait, c'est une expérience qui est géniale. Moi, j'ai mon père qui est venu plusieurs fois, mes frères qui sont venus, mes meilleurs amis. On a vécu des choses hyper intenses. Moi, j'adore un petit peu l'extraordinaire. Donc, si tu veux, enfin, j'aime pas la routine. Donc là, aux États-Unis, franchement, c'est incroyable parce qu'il y a tellement de choses à voir. Ouais. Tu vois, tu vas te passer quelques jours dans la Nouvelle-Orléans, tu vas dans les bayous, j'avais adoré aussi, bon, bien évidemment, la Californie, mais t'as tous ces grands parcs, t'as un accès à la nature qui est complètement dingue, t'as New York, enfin, c'est immense en fait. Et puis les Américains, ils sont quand même hyper ouverts. Moi, c'est quand même une culture, peut-être que je peux en parler, mais moi, je me sens très proche de la culture anglo-saxonne. Je trouve que aussi, quand on travaille, c'est une culture qui est vraiment chouette. À Londres, par exemple, tu vois, quand tu démarres un job, en France, on va toujours être un peu, on va faire attention, on va d'abord regarder, t'observer, voir si tu es compétent avant vraiment de te donner tous les moyens. T'ouvrir les portes. Voilà. Moi, quand je suis arrivée à Londres, j'étais hyper surprise parce que dès le premier jour, on m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour travailler. Et aux États-Unis, bah ouais, je trouve qu'il y a une simplicité, une fluidité. Moi, j'ai trouvé ça très agréable, la culture américaine. Et puis, ce positive mindset, tu vois, il y a des gens qui s'en moquent. Moi, je trouve que c'est quand même plus agréable de travailler dans ce positive mindset que d'être tout le temps dans la critique. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est pas forcément naïf, mais ça permet d'avancer, ça permet de travailler en équipe. J'ai aussi des modes de travail qui aujourd'hui peut-être qu'on connaît en France, tu vois. À l'époque, j'étais dans le Michigan, j'ai pu bosser avec des agences de e-commerce qui étaient à New York que j'ai jamais rencontrées physiquement. Donc il y avait déjà le démarrage de toutes ces équipes distribuées. Et c'était intéressant en fait. Ouais. Et on parlait de soft skills en intro. Là-bas, les soft skills sont très mis en avant. Oui. Qu'est-ce que t'as appris d'autre aux États-Unis? En quoi ça t'a accéléré ta carrière aussi derrière? Ça t'a donné des ailes?
Bah oui, je pense que les soft skills, on en parle beaucoup, mais c'était déjà beaucoup plus développé. Un de mes premiers boss, enfin j'ai eu des boss incroyables en fait, des gens qui m'ont vraiment inspiré, et notamment le président de Coalès. Et en fait, moi qui venais de cette famille de rationnels, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais énormément d'intuition. Et cette intuition, en fait, tu sais pas si tu peux la laisser te guider. Est-ce qu'il faut toujours que tu sois en train de lire des chiffres, en train de lire des études, faire des rapports, des études de marché, etc. Et en fait, presque tout le monde est capable de lire les chiffres, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir un ressenti fort sur là où tu dois aller. Moi, j'ai toujours eu ces ressentis. Et là, j'ai un boss qui me dit, mais en fait, vas-y, fais-toi confiance, en fait, écoute-toi. Et d'avoir quelqu'un qui me dise ça m'a ouvert, parce que cette force, je l'avais, et je vois bien que tout le monde l'a pas, et c'est pas grave, en fait. Mais voilà, il y a eu ça. Il y a eu aussi, tu sais, on est toujours dans une hyperactivité en fait, et on est tout le temps en train de courir partout, et on prend pas le temps en fait. Et parfois avoir des moments de vide. Donc là aussi, j'avais un boss qui me disait, mais quand on arrivait dans une ville, prends le temps de te balader, tu sais. Et puis un peu comme Steve Jobs, tu vois, il marchait beaucoup, il parlait avec ses collaborateurs, avoir des espaces de vide où tu puisses aussi laisser ton esprit en fait un peu vagabonder, mais en quelque part, lui, il va analyser plein de choses, tous ces signaux. Tu peux te balader dans le retail, dans la ville, la culture, l'art, se nourrir de plein de choses qui vont en fait te guider sur ce que tu vois et là où tu peux aller. Et ça, c'est vrai que je l'ai peut-être encore plus développé aux États-Unis qu'ailleurs. Okay. Et puis après, cette culture aussi d'oser, parce que les Américains, c'est dingue. Je me rappelle. Mon père qui est prof, on revient sur lui, mais va visiter l'école de mon fils et il voit tous les, je sais plus, il y avait des poèmes, et il y avait tous des poèmes qui étaient affichés dans la classe de mon fils. Et il me dit, ah bah c'est les meilleurs poèmes de la classe. Et j'étais tellement choquée, je me dis, mais pas du tout, c'est tous les poèmes. Et ce que j'ai adoré aux États-Unis, c'est, tu vois, ils ont pas de complexe. C'est qu'en fait, tout le monde ose parler. En France, quand tu fais encore des séminaires, vous avez des questions, souvent on n'ose pas. Et là-bas, tu sais, j'adore aussi les voyages. Quand tu prends l'avion et t'es à côté de ton voisin. Moi, ça m'est arrivé. Parfois, je me retrouve avec des Français, on se parle pas. Et en fait, avec des Américains, ils engagent la conversation. Ils te demandent ce que tu fais. Et ça, j'adore, en fait. Je te dire un peu cette liberté, parce qu'on est tous en train de se poser la question de qui est son voisin. On n'ose pas le demander. Et eux, ils y vont. Et en fait, ils créent plus d'échanges, d'apprentissage peut-être, et de connexion. Trop bien. Et donc, néanmoins, tu pars, tu quittes l'Amérique. Alors, je quitte. Déjà, j'arrête de travailler et je fais une pause, parce que j'en avais pas fait jusqu'à présent, et je me dis what's next. Donc je me dis pas tout de suite, tiens, je vais chercher du travail. En restant aux US. Ouais. Au départ, parce que d'abord, on était en mars, et il fallait que mes enfants ils terminent l'année scolaire. Et donc je me dis, tiens, j'avais toujours eu un peu l'idée d'avoir une agence de com à moi, parce que j'adore tout le brand management. Donc je réfléchis. Après je me suis dit, tiens, la mode, ça m'avait toujours attiré. Après j'ai un de mes meilleurs amis qui avait commencé sa boîte dans la cuisine, et donc je teste un petit peu tout. Et là, mon cœur ne bat pas. J'en ai un encéphalogramme plat, je ne ressens rien. Donc je me fais coacher, et là en fait tout me rapporte au design en fait. Tu vois, voilà, je sais pas. Et c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, créer des choses qui vont durer, avoir un impact. Moi j'ai aussi un aspect social en fait qui est fort. Moi je suis plutôt pour on en parlera, c'est drôle, mais pour le design démocratique. Moi j'ai envie que ce soit accessible. J'ai pas envie qu'on fasse des choses que pour les happy few. Et donc tout me rapporte au design. Donc là je me dis ok, on y va. Donc je contacte mon réseau de designers, donc Jean-Marie Massot, Harry Clévy, et donc c'est comme ça que je rentre en contact avec Vitra. D'accord. Aux US. Tu leur dis quoi à tes designers? Tu leur poses des questions Non, je dis que voilà, je suis prête pour mon next move, et je cherche un poste chez un éditeur ou pas. J'avais l'idée d'être chez un éditeur ou de travailler pour un designer pour développer sa marque si vous voulez aller en direct. Donc j'avais fait même des business models où moi je pouvais proposer un poste à des designers. Donc j'ai eu pas mal de choix en fait. Et Vitra, je tombe bien.
Et chez Vitra, ils étaient, ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup d'activités, le home et le office, qui étaient gérés de manière commune d'un point de vue segment et outils et marketing. Et ils décident à ce moment-là de séparer en fait ces segments. Donc ils cherchent une tête de direction marketing pour le home, une tête de direction pour le office, donc à l'international, qu'elle est basée en Europe. Et donc on me propose d'abord le poste pour le office, pour le bureau, et moi je me dis mais no way quoi. J'en ai plein. J'ai dit j'ai essayé toute ma vie de sortir, enfin pas toute ma vie mais ces dernières années de sortir du B2B, donc je refuse. Et après, ils reviennent en me disant bon bah on a parlé à la personne qui est responsable du home, tu peux aller la rencontrer. Et donc je fais un voyage incroyable des États-Unis, je vais de Paris où j'avais des interviews à Bâle, à Helsinki, je reviens à Paris et je repars aux US. Et donc ils me donnent le poste de directrice marketing pour le home. Worldwide. Oui. Et c'est fou quand même, non? Enfin, c'est un énorme job. Oui, mais après c'était découpé, donc c'était sur la partie vraiment habitat, les outils marketing. Okay. Donc c'était pas tout. J'avais pas les RP, j'avais pas la communication, donc j'avais une partie qui était chouette, hein, qui était c'était quand même très valorisant et impressionnant. Et donc au début ils m'ont basé à Berlin. Et puis rapidement après ça faisait pas trop de sens d'être à Berlin et je suis revenue ensuite je suis venue au campus à Bâle. Et donc là tu ramènes toute la famille quoi. Toute la famille. Donc on fait de Michigan à Berlin et Berlin-Bâle quoi. Ouais, j'ose même pas te dire que j'avais pas le contrat au départ, donc j'avais tous les meubles qui étaient déjà dans des containers, on ne savait pas où on allait. Wow. On savait pas si on allait à Bâle, Berlin, Strasbourg, Paris, j'ai inscrit mes enfants dans plusieurs villes. Et donc finalement Vitra me dit bah c'est Berlin et on part à Berlin et moi juste pour te dire dans mon délire international je suis avec mes enfants, je les ai inscrits dans une école bilingue mais anglais-allemand. Je voulais tellement en fait que pour moi c'était tellement important cette ouverture d'esprit. Donc on a fait 1 an à Toi, Berlin. Tu parles allemand, hein, on est d'accord. Oui. Ouais. Oui. Quand t'es à Vesoul, tu parles allemand. Non. Il y a pas une histoire comme ça? Non, ça n'a rien à voir. Non. Bah, en plus, je parle plus, je suis plus bilingue, mais j'ai fait mes études en Allemagne. Oui. Et c'est assez drôle parce que quand je dis que j'aime la culture anglo-saxonne, c'est que je trouve la culture allemande, elle est pas très rigolote. En plus. Oui. Ouais, Donc, voilà, c'était juste, c'est vrai qu'ils sont boring, hein. Bah, ils sont, On les embrasse, d'ailleurs. Non, mais. C'est marrant parce que quand j'ai été justement à Bâle sur 2-3 jours en city trip. J'ai été sur le campus de Vitra et tu passes d'ailleurs de la Suisse à l'Allemagne et c'est marrant parce que la réflexion que je me faisais avec ma femme Alice, c'était de dire mais t'as vu en Suisse tout est beau, tout est chiadé, la typo ils font attention, tu passes de l'autre côté mais c'est moche, c'est triste, c'est l'enfer sur terre quoi, je comprends pas. Ben alors comment tu te démerdes de ça? Ah ouais, alors merci. Bah, c'est quand même un pays qui a, enfin, je veux dire, les villes, elles ont été quand même assez endommagées pendant la guerre, donc c'est quand même assez mal reconstruit quand même. Oui, donc ça ça manque un petit peu de charme, tu vois, par rapport à des villes historiques où nous Paris, Londres, c'est des villes qui ont quand même été protégées et qui ont un charme fou. Donc si t'as Stuttgart, y a comme ça des villes et donc là où on est chez Vitra, on est au niveau des 3 frontières, c'est une petite ville en fait. Mais voilà. Et donc et Bâle, c'est une ville qui est quand même intéressante parce que t'adores Bâle, bah, c'est cool. C'est une ville, c'était pas facile je pense pour cette ville parce que t'as toute l'industrie pharmaceutique et donc à un moment il y a eu une pollution en fait du Rhin et donc la ville avait vraiment mauvaise image et donc ils ont tout reconstruit, ils se sont vraiment déjà battus pour dépolluer et aujourd'hui c'est certainement une des villes les plus propres et aussi ils ont vraiment axé la ville sur la culture. Donc t'as Art Basel qui est quand même la foire internationale la plus connue d'art contemporain. Tu as des super musées, la Fondation Bayeler, le Kunstmuseum. Donc franchement, je dirais chapeau à cette ville parce que c'est une petite ville qui a su se transformer. Ouais, tu vois, la taille de Strasbourg, peut-être. C'est pas une grande ville, c'est pas Zurich, c'est pas Genève, mais elle a su se démarquer.
Et donc, Vitra est là-bas, donc ça c'est chouette. Vitra est là-bas. Donc là, tu fais le move à Berlin. À Berlin, tu restes pas à Berlin finalement? Non, parce que c'était trop compliqué. Je pense que c'était une mauvaise idée de ma boss à l'époque de me baser là-bas, parce que quand tu travailles pour une marque, pour Vitra, et en plus t'es responsable du marketing, t'as vraiment besoin de te nourrir en fait. D'être au contact. Oui, tu peux pas. Enfin, tu passes au moins un an où tu peux pas être le porte-parole de la marque. C'est très compliqué. Il faut d'abord que tu comprennes qui est cette marque, en fait. Faut que tu rentres dans la famille, il faut que tu rentres dans l'historique. Donc, heureusement, donc au bout d'un an, je reviens à Bâle parce que c'était l'enfer, ma vie. J'étais dans des avions, je sais pas, avec ma famille. D'ailleurs, le move, la famille, ils prennent cher à ce moment-là. Non, mais ça les perturbe. C'est compliqué ou pas, ou ils s'adaptent vachement rapidement? C'est là qu'on voit que on est en spontané. Bah oui, on prend cher parce que moi, on a divorcé à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc oui, on a un prix un peu cher, donc c'était un peu compliqué. Oh, merde. Okay. Et donc je déménage là, moi avec mes enfants, mes deux garçons, donc près de Bâle. Et là, je crois ils en étaient à leur 4e système scolaire en peu de temps. Et mon fils Erwan, il était en CM2, il avait jamais appris le français parce qu'on n'avait pas été dans des écoles françaises. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais après, je pense que pour lui, ça lui a apporté tellement de choses. Tu vois, il a une maturité peut-être qu'on n'avait pas à cet âge et qu'il a toujours. Pour tous ceux qui voyagent, tu vois, il est capable il sent tous ces signaux faibles. Il a un ressenti pour l'humain qui est un peu plus développé que la moyenne, et ça j'adore. Puis bon, quand t'as deux cultures, tu sais, quand je repartais aux US et quand ils descendaient de l'avion, je descendais avec 2 petits Américains. On arrivait en France, j'avais 2 Français. Enfin, forcément, ça leur apporte une ouverture énorme. Des soft skills extraordinaires. Exactement. Une intelligence émotionnelle forte. Ouais. Donc Vitra et donc là tu fais un an à Berlin et ensuite tu bouges à Bâle. Ouais. Bâle, toute petite ville, mais qu'est-ce que tu découvres? Pourquoi tu tombes amoureux de Vitra? Oh là là, mais je suis encore amoureuse. Hein. Ouais. C'est une entreprise déjà familiale, une entreprise familiale, donc ça, je trouve ça très beau. Donc moi, je travaillais avec Nora Fehlbaum, ça a été ma boss quand j'étais donc au campus. Donc une des 3e génération. 3e génération, donc c'est notre CEO. Ouais. Et Vitra, c'est... Juste, on se fait une petite parenthèse Nora Fehlbaum, mais c'est vrai que c'est une famille qui est extrêmement discrète. Oui. Pourquoi ils prennent pas la parole? Pourquoi ils sont si discrets? Quel type de personnalité c'est? Tout à l'heure, tu me disais que Vitra, ils veulent faire avancer le design aussi. Il y a quand même cette mission qui est ancrée en eux depuis 3 générations. Ouais. Bah, je pense que c'est là aussi la culture suisse-allemande, tu sais. Et puis c'est une famille très humble. Ils sont vraiment pas du tout dans le culte de la personnalité. C'est très beau. Et donc c'est avant tout leur mission qui est importante qui sont donc pas spécialement envie du tout de parler d'eux, mais ils ont envie de faire avancer les lignes. Et tu vois, la manière dont Vitra a démarré, c'est un coup de cœur, c'est une passion. C'est je m'arrête et je vois ce produit et il me bouleverse. C'est ça qui leur est arrivé. Et après, dans l'histoire en fait de la création de Vitra, c'est là notamment avec la 2e génération, Rolf Fehlbaum, c'est quelqu'un qui a ouvert tellement de portes en fait dans le monde du design. Alors déjà on a eu la licence des produits IMS. Comment c'est arrivé ça? C'est fou. Enfin, c'est fou. Après, parce qu'à l'époque, c'était Nobod, les IMS, ou... Bah, ils travaillaient pour Herman Miller. D'accord. Et donc, les produits étaient fabriqués pour Herman Miller. Et donc, nous, on a commencé à pouvoir les fabriquer pour l'Europe. D'accord. Jusqu'à ce qu'on ait la licence et qu'on puisse, nous, au bout de quelques années, une dizaine ou une vingtaine d'années, les fabriquer sous la marque Vitra. Donc, aujourd'hui, les licences IMS, t'as Herman Miller et Vitra. Donc, Herman Miller pour les US et l'Asie, et donc nous pour l'Europe et le Middle East. Et donc tu peux avoir des produits, par exemple, je sais pas, les chaises, même le Landchair, c'est pas la même version pour Herman Miller que pour Vitra. D'accord. Et moi qui avais bossé aux US, j'ai eu d'abord un Landchair Herman Miller et après j'ai eu un Landchair Vitra. Quel est le meilleur? Vitra. Mais parce que alors mais de loin, mais parce que bien sûr. tu sais ça vient du marché en fait. Je pense que le marché américain,
c'est un marché qui est moins exigeant que le marché européen. Donc, dans les finitions, le prix en fait des produits design qu'on peut avoir en Europe ne matche pas forcément le marché américain. Donc voilà, c'est pas le même cuir, c'était pas les mêmes finitions. C'était un beau produit, mais quand tu vois le Vitra, on est vraiment sur des choses beaucoup plus travaillées. Plus cossu. Ok. Les Suisses allemands. Quel type de personnalité c'est? Parce que moi j'ai adoré Bâle, mais c'est vrai que les Suisses allemands, ils ont ce côté, ils sont vraiment très dans la retenue, ils sont relativement froids, et on se tape pas dans le dos, quoi. Comment tu les as appréhendés? C'est marrant que tu dis ça parce que je pense que ce qui peut aider, moi, d'avoir une compréhension en fait de la culture allemande, ça m'aide énormément en fait. Et puis aussi, moi, je me sens pas trop française. Je suis entre l'Allemagne, les pays anglo-saxons, j'ai cette culture du travail en fait. Et donc dans le sens où c'est très sérieux. Donc les Suisses allemands, c'est des travailleurs. Ouais. Donc avant tout, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler, pour faire avancer les choses. Il y a une notion de labeur, de rigueur aussi. C'est très rigoureux. Et moi, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je pense que je suis assez caméléon, mais je peux vraiment rentrer dans cette culture. Et du moment où tu la comprends, t'attends pas d'autre chose des gens qui sont en face de toi. Tu vois, c'est ça aussi peut-être les soft skills. C'est tu comprends leur manière de travailler et t'as pas besoin de la juger. T'as pas, bah oui, ils vont pas faire une blague à ce moment-là. Oui, c'est pas l'humour anglais, mais c'est pas les latins. Voilà, mais c'est ok en fait, parce qu'ils font des choses aussi exceptionnelles. Et donc c'est la précision, tu vois, la précision, toute l'horlogerie suisse. Et donc Vitra, c'est ça, c'est une culture en fait du détail. Qui est hyper forte, une passion pour la qualité et quelque chose de très authentique. Il n'y a pas de blabla en fait. Et puis le design, c'est vraiment quelque chose effectivement qui de profond, qui va marquer le temps. Et donc la famille Fellbaum, quand on lance des produits, il faut qu'il dure, que ce soit un accessoire ou un objet ou du mobilier. L'idée, c'est il n'y a pas de fin en fait. Si le produit peut durer 30, 40 ans, 50 ans, c'est ce qu'on souhaite. Après, c'est pas toujours le cas parce que ça marche pas. Mais on n'est pas là pour faire un nouveau siège. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits sur le marché. Vitra, ça n'a jamais été sur la quantité, c'est la qualité. Soit il y a un besoin, on y va, mais on va pas faire quelque chose. Et d'ailleurs, on en parlera sur le développement durable, il y a beaucoup aujourd'hui, un petit peu comme dans l'automobile, plutôt que des lancements de nouveaux produits, beaucoup de mises à jour de produits. Donc nous, on a beaucoup de produits, même dans les contemporains, je parle pas des classiques, qui ont 20 ans, 30 ans, et ils sont toujours d'actualité. La Suisse, je trouve que c'est aussi j'ai l'impression que tu connais, parce que tu travailles pour une boîte suisse, Vitra, c'est une boîte suisse. C'est quand même un pays, moi, qui me fascine, parce que tu dis, c'est un tout petit pays. Je crois qu'il y a 9 millions d'habitants en Suisse. Et c'est quand même les champions du monde sur l'horlogerie, sur la pharmaceutique, enfin sur plusieurs sujets comme ça. Et puis ils ont un modèle que beaucoup de gens ont envie finalement. Tu vois, moi qui habite à Annecy, le nombre de gens qui sont frontaliers et qui bossent en Suisse et qui en ont plein la bouche de la Suisse, etc. C'est quoi la recette suisse? Qu'est-ce que t'as compris toi de la Suisse? C'est une bonne question. Je dirais que il y a ce côté peut-être authentique, tu vois. Tu montes pas une boîte juste pour la revendre, pour gagner de l'argent. Je pense qu'il y a aussi, notamment, tu vois, dans ces belles maisons d'horlogerie. Je sais que moi, j'ai fait même récemment des prises de parole avec des marques d'horlogerie suisse. Et on se rend compte qu'on a le même ADN en fait. Donc souvent une entreprise familiale, ça démarre par là. Et puis cette volonté de créer des choses de qualité. Il y a encore beaucoup de production aussi en Suisse, hein. Même tu vois dans l'horlogerie ça se fait sur place. Nous Vitra, on a une entreprise en Suisse et on a beaucoup de nos usines qui sont en Allemagne. Il y a quand même tout est fait en Europe et plus de 50% de la production est fait en Allemagne. Donc vraiment l'idée c'est de faire des choses qui durent et je pense que voilà cette volonté de faire des choses de qualité qu'on a un peu perdu. Je pense aussi tu vois
En France, tu veux dire? En France, parce que ce soit en Suisse et même en Angleterre, ils ont encore pas mal d'usines. Nous, on a perdu nos usines aussi, tu vois, alors qu'eux, ils les ont gardées en fait, et ils ont gardé leur savoir-faire aussi, et se sont battus pour leur savoir-faire. Peut-être que tout ce qui était manuel n'était pas aussi, était quand même plus valorisé que ce qu'on avait en France. Ouais. C'est quoi les industries principales en Suisse? Je pense que c'est ce qu'on a dit, c'est l'horlogerie, la pharmacie, et puis on a plusieurs fabricants de mobilier. Il y a Vitra, il y a Lista, donc il reste encore quelques fabricants aussi. Ouais. Et puis il y a la banque, les finances. T'as la banque, la finance. T'as aussi une belle marque comme Vitsug aussi qui fait donc de l'électroménager de luxe. Donc c'est que des marques de luxe en fait. Ils sont positionnés sur le haut de gamme et sur la précision. Le petit drapeau suisse, ça fait luxe. Oui. T'as Caran d'Arche, t'as plein de belles marques en fait. Moi j'ai envie de vraiment de comprendre un peu toute l'histoire de Vitra, parce que on en a déjà un petit peu parlé, mais revenir sur la genèse de la marque et puis son évolution depuis 1934, tu me dis, hein. Ouais. Ça a commencé, c'est quand même, ça va bientôt faire 100 ans, quoi, c'est fou. Ouais. Comment tout a commencé et après on va rentrer aussi dans ton rôle aujourd'hui, mais Vitra, parle-nous de Vitra en long, large, en travers, je veux tout connaître parce que c'est très intriguant comme marque. Bon, on a un peu parlé des IMSS, donc on commence à faire la licence des IMSS, puis après ce qui est intéressant, c'est on a aussi créé donc nos propres produits. Donc je dirais que un des démarrages, bon, il y a eu des sièges de travail, mais il y a eu surtout Werner Pantone. Ouais. D'ailleurs, ça commence, on fait des vitres. On fait de l'aménagement de magasins. On est en 1934. En 1950, donc Vitra on va commencer à faire du meuble. Et par nécessité. Ah non, pas du tout, par passion, parce qu'on vient de rencontrer les IMSS, et donc on va commencer à fabriquer dans les années 50 en fait du mobilier IMSS. D'accord. Et puis après, dans l'évolution, tu as Werner Pantone, donc on connaît bien, tu sais, la Pantone Chair, ce siège en porte-à-faux. Et donc en fait, Werner Pantone avait dessiné ce siège, donc là on est dans les années 60, il l'avait proposé au moins à une quinzaine de fabricants et tout le monde avait dit ah bah non, déjà c'est impossible à fabriquer, et en plus je pense qu'il trouvait ça certainement très moche. Et Rolf Hellbaum rencontre Werner Pantone, son père l'avait déjà rencontré avant, et donc ils se disent bah non, nous on va y aller et on va fabriquer ce siège. On va y arriver. Et ça a été je pense que ça a été une histoire folle en termes de R&D et innovation. C'est un produit très compliqué à fabriquer puisque tu as tout le poids à l'arrière du siège. Et donc, il y a eu énormément de versions différentes. Des premières versions où il y avait 150 pièces qui étaient trop chères. Et puis après, il y a des versions qui n'ont pas tenu. On a fait des partenariats avec BASF sur de nouveaux matériaux. Et donc, ça a mis au moins 20-30 ans à arriver à les versions qu'on connaît aujourd'hui. Et Werner Pantone, juste pour te dire le lien qu'a Vitra avec ses designers, a déménagé à Bâle pour terminer le développement de son produit. Donc ce produit vient dans notre collection, il y en a d'autres. Mais là c'est un game changer aussi, non ? Oui. Dans le business, que en termes d'image, d'innovation, etc. C'est un produit qui ressemble à rien d'autre, qui en plus en termes de R&D, de la capacité en fait à concevoir, vraiment a fait évoluer la marque. Ouais. Et je pense que ça, aujourd'hui, si tu demandes aux designers contemporains, les Bouroulec ou d'autres plus jeunes, ils adorent travailler avec Vitra pour ça. C'est que un développement produit en général, je dirais peut-être ça va durer 1 ou 2 ans. Chez un éditeur classique, chez Vitra, ça peut toujours être un peu plus long, peut-être 3 ans, parfois 4 ans, parce que on va vraiment aller au bout du bout. On n'abandonne pas. Et je sais que pour nos designers, c'est un challenge intellectuel hyper fort. Je pense que si tu parles à Ronan Bouroulec, il est encore au téléphone 1 fois par semaine avec Rolf Hellbaum. Et l'histoire des Bouroulec, elle est complètement folle aussi, parce que à l'époque, Rolf voulait dessiner. Nous on n'est pas dans les objets en fait, on est plutôt dans les systèmes, tu vois. On fait pas d'objets, on fait vraiment des produits qui vont être modulaires, sur lesquels on va pouvoir créer plusieurs applications. Et donc là, Rolf se dit il faut qu'on repense le bureau, et donc il va voir Ronan Bouroulec qui sort de l'école et il lui demande en fait de réfléchir en fait à un bureau. Et Ronan il dit mais moi j'ai même jamais travaillé en entreprise en fait, je n'ai pas d'idée
idée. Et pour autant, en fait, Ronan prend le challenge avec son frère Erwan et ils vont lancer le premier bench. Et tu vois, le bench, eux, ça venait en fait, l'analogie, c'était la table familiale en Bretagne sur laquelle tu peux cuisiner, tu peux faire tes devoirs, tu peux dîner, et donc avoir un espace en fait qui soit multi-activité. Et l'idée aussi, c'était de peut-être de réduire un petit peu l'espace individuel pour offrir d'autres espaces, que tout n'allait plus se faire uniquement sur ton espace individuel. Et aujourd'hui, le bench, c'est devenu une typologie. T'as un deuxième type de produit, c'est les alcôves également des Bourolec, qui sont devenus une typologie. Et Vitra, c'est ça un petit peu, c'est vraiment des bons, en fait, dans l'innovation. Aussi, ce qui est important, parce que tu sais, parfois, on peut confondre design et esthétique. Je pense que si tu parles des IMSS ou si tu parles de n'importe quel designer, c'est pas l'esthétique, le driver. Le driver, c'est de faire des choses fonctionnelles, des choses qui vont durer, des choses bien pensées pour les utilisateurs. Et donc, les IMSS, en fait, à l'époque, ils ont jamais fait des choses belles, en fait. D'ailleurs, si on revient sur l'histoire des IMSS, c'était les premiers à inventer le système, en fait. Parce que tu y avais, à l'époque, les chaises, t'avais des chaises en bois, donc t'avais une assise et un dossier séparé, et donc les chaises tonnaient, etc. Et eux, ça a été les premiers à vouloir concevoir une chaise monobloc. Et donc ils ont cherché vraiment pendant très longtemps la matière qui pourrait leur permettre de faire ça. Donc ils sont tombés sur la fibre de verre. Et donc ils ont conçu un système parce que tu pouvais changer la base et apporter également des couleurs. On n'avait pas de mobilier à l'époque avec des couleurs. Ouais. On a un monsieur qui rentre dans le champ. Merci. Merci bien. C'est parfait. Merci. On continue. Écoute, on garde tout. Ouais. Et aussi, donc dans ce qui anime Vitra, c'est c'est également tout ce qui est le culturel, enfin même patrimoine en fait. Si tu penses à Jean Prouvé, c'est vraiment c'est aussi une histoire assez passionnante. Comment ça arrive ça, Jean Prouvé ? Ça fait 20 ans maintenant, donc c'est arrivé dans les années 2000. Okay. Et en fait, Jean Prouvé de son vivant, en fait, lui au départ, Jean Prouvé, il avait ses propres ateliers, donc les ateliers Jean Prouvé, et donc il travaillait principalement sur des projets d'école. Il travaillait également, il avait aussi un rôle d'architecture avec donc les maisons démontables, etc. Et donc il crée du mobilier pour ses projets. Donc tu vois, le siège cité, c'était pour la cité universitaire. On avait des tables Solvay, c'était pour l'entreprise Solvay. Ouais. Par contre, donc c'était quelqu'un qui était très tourné vers qui crée beaucoup. À l'époque, on est moins rigide, tu vois, tu fais pas un dessin, je dépose un brevet. Ouais. Donc lui, il avait ses usines, le matin, il dessinait sur un papier, il l'emmenait dans ses ateliers, il travaillait avec ses compagnons et donc là le produit évoluait en permanence. Donc dans sa vie, il a été édité un peu à la fin, mais je pense que ça s'est arrêté assez rapidement. Donc, quand il est mort, les produits n'étaient plus fabriqués. Et donc, les galeries ont participé de manière positive à rendre le travail de Jean Prouvé connu, mais néanmoins, c'était complètement inaccessible. Donc, c'était des chaises à 10 000, 15 000, 20 000, comme il y avait très peu sur le marché. Exactement. C'était inaccessible. Ouais. Et donc, en fait, Rolf Hellbaum était un collectionneur. Et donc aujourd'hui, sur le campus, on parlera de l'aspect culturel. On a deux musées, dont un qui est la collection privée de Rolf Hellbaum de mobilier contemporain. Et en 81, il achète sa première chaise Jean Prouvé. Il achète une chaise Anthony. Donc il est très fan du travail de Jean Prouvé. Pour lui, c'est un petit peu le IMSS à la française, avec d'autres matériaux, d'autres conceptions, mais quelqu'un qui, pareil, réfléchit en système et a vraiment un impact sur le design. Exactement. Ouais. Donc nous on rencontre Catherine Prouvé donc au début des années. Ouais. En fait ils se sont loupés d'un an en fait. Parce que, en fait, ils se sont jamais rencontrés, Jean Prouvé et Rolf Hellbaum. Donc, on rencontre Catherine Prouvé au début des années 2000, et donc on décide de partir sur la fabrication d'une partie de la collection de Jean Prouvé. Et donc, on travaille. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand il y a des classiques ou des travail avec les ayants droit, avec les héritiers.
Et donc on a une table, des chaises. Et puis, nous, on a par exemple la collection muséale la plus importante de produits Jean Prouvé. D'accord. Donc, quand tu travailles sur du développement, tu vas d'abord dans les archives, tu regardes en fait un petit peu tout le travail. Tout le travail, tu parles avec la famille, tu essayes aussi d'imaginer ce que le créateur aurait voulu aujourd'hui, et puis tu développes. Quand j'étais en Suisse, j'étais aussi responsable des accessoires. Et j'ai une chance folle parce que je pense que c'est là que j'ai compris le rôle de Vitra également dans l'édition. Et j'ai participé à certaines réunions avec les petits-fils d'Alexander Girard, petits-fils de Charles Eames. Et c'est vrai que tu te rends compte à quel point aussi ces personnalités dont Jean Prouvé, c'était des humanistes. Et donc, on est à une période après-guerre. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir reconstruire de manière efficace. On manque parfois de matériaux, on n'a parfois pas de métal, on a plus de bois. Et donc, en fait, réfléchir à la fonctionnalité pour pouvoir offrir des intérieurs le plus rapidement possible aux gens. Et donc ça, c'est très riche, en fait. Pareil, tu vois, quand je dis le design, pourquoi c'est passionnant, c'est qu'il y a tout ce côté humaniste dans le design. Et ça, chez Vitra, je le ressens énormément. Avec les collections des classiques et avec les familles qui sont encore très impliquées dans l'avancée en fait des collections, mais également les jeunes designers. On va y venir sur les jeunes designers. On peut revenir sur les milestones de la marque. Il y a 34, il y a Eames dans les années 50. Ouais. Prouvé en 2000. 2000, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les moments où ça a vraiment shifté, changé de dimension, où il y a eu des sauts quantiques dans le temps pour la boîte, quoi? Oui. Alors, il y en a eu plusieurs. Déjà, les premières jusque dans les années 2000. En fait, on est spécialisé sur le mobilier de bureau, donc on fait pas d'habitat. Et donc, on a aussi nos premiers sièges de travail. Ouais. Donc, aussi vraiment tourner des produits très innovants, avec des mécanismes innovants, des produits très aussi reconnaissables, hein, donc avec des grands designers comme Citterio, Alberto Meda. Et donc les architectes adorent ces produits, mais c'est aussi des produits non seulement confortables, mais effectivement aussi très modulaires. Et je pense que dans les tournants, il y a quand même eu le tournant Bouroulec, ouais, avec donc l'arrivée du Join, qui a maintenant doit avoir dans les 22 ans. Tu as donc les alcôves qui ont peut-être 17 ans. Donc voilà, des produits qui, eux, là, vont un peu briser les codes de l'aménagement des espaces tertiaires. Tout d'un coup, on sort du bureau individuel et on commence à avoir des espaces en dehors. Et donc, parfois, chez Cronan, il dit... ça a été maltraité parce que, notamment dans les pays anglo-saxons, parfois le bench, on s'en est vraiment servi pour condenser les espaces, réduire de mètres carrés, sans offrir aux utilisateurs d'autres espaces. Ouais. Le bench, à la base, c'était pas ça, c'était réduire, un peu comme les 35 heures. Ouais. Tu réduis pour donner plus, en fait. Ouais. Et parfois, ça a été mal utilisé. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein d'évolutions. Donc nous, on est vraiment sur... on crée pas des objets, on crée des systèmes pour aménager donc des espaces de travail. Donc dans les bons, il y a effectivement tous ces benches. Ensuite, on crée on s'applique à nous-mêmes en fait des espaces de travail. Donc quand tu viens sur le campus, mais après on parlera de l'aspect local, mais on a créé le Citizen Office dans les années 2000 aussi, qui était une redistribution de l'espace. C'est pas parce que t'es chef que tu vas avoir la meilleure vue sur l'extérieur. Donc tout d'un coup, on va commencer à mettre les espaces communs dans les espaces les plus agréables parce qu'ils vont être accessibles au plus grand nombre. On va commencer à faire attention à la qualité des espaces pour les équipes, pour les individus, à faire bouger les gens pour qu'ils se rencontrent également, à réfléchir quelles équipes doivent travailler ensemble. Et ça, donc, avec nos systèmes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre bon? Après, je pense qu'il y a eu le bon du Covid aussi, qui a été... C'est un énorme changement. Un énorme changement. Très intéressant, parce qu'en fait, tout d'un coup, on se dit, est-ce qu'on a besoin des bureaux?
Donc la première question c'était finalement on n'a plus besoin des bureaux. Non mais d'ailleurs ça a dû même chambouler la boîte, non, parce que ça chamboulait toutes les boîtes en fait. Toutes les boîtes, parce que non mais vous quand tu vends, la grosse partie de ton business c'est quand même de vendre du bureau et qu'il y a plus personne dans les bureaux, c'est quand même la merde, non? Oui, mais alors ce qui nous sauve souvent chez Vitra, c'est tous ces segments, tu vois. C'est qu'en fait la diversification. Donc en fait, quand le bureau est tombé, il y a eu un énorme boom de l'habitat. Tout d'un coup, tu voyages plus, donc les gens en fait se sont vraiment tournés vers la maison. Donc il y a eu une compensation en fait qui s'est fait au niveau de l'habitat. Tu vois, pareil, aujourd'hui nous on fait des aéroports, à un moment on voyageait plus. Là pour le moment les aéroports c'est un boom en fait, ils investissent énormément. Donc ça des cycles. Il y a des cycles et puis c'est ça un petit peu aujourd'hui dans le monde dans lequel on est de polycrise, il faut pouvoir il n'y a pas de précision là pour le coup, c'est l'adaptabilité, pouvoir passer d'un pied à l'autre et en fonction des opportunités. Peut-être qu'un jour ton marché c'était les États-Unis, tu vas aller te tourner plus vers l'Asie. C'est ça qu'on fait aussi. La diversification dans les segments et la géographie. Hyper intéressant, hein. Ouais. Donc le Covid, est-ce que le bureau il est mort? Le bureau est mort. Alors le bureau n'était pas mort en fait, et donc ça a pris un peu de temps à nous tous dans l'industrie pour se réaliser la chance et l'importance du bureau. Déjà c'est social parce que on n'avait pas tous les mêmes intérieurs, on n'était pas tous logés à la même enseigne quand on travaillait à la maison. Et puis tu te rends compte que quand on parle de créativité, d'innovation, t'as besoin d'être au contact des gens. Tu vois, tu vas pas être créatif à un Teams de 16h à 17h. Peut-être c'est le matin quand tu prends un café, peut-être que c'est quand tu prends les escaliers avec un collègue. C'est tous ces moments en fait spontanés qu'il faut créer. Et puis aussi comment tu fais le onboarding. Les personnes qui arrivent dans une marque, dans une culture d'entreprise, ils ont besoin d'être au contact des autres personnes pour pouvoir adhérer, comprendre et pouvoir perdurer. Donc le bureau finalement avait juste un autre rôle. C'est toujours bien parce que c'est un challenge. C'est tout d'un coup le bureau est en concurrence avec la maison. Donc ça veut dire que tu peux pas faire ce que tu veux au bureau. Tu peux plus mettre les gens dans des benches que tu concentres énormément. Il faut leur donner plus de qualité. Moi j'avais rencontré une start-up. Elle me disait moi mon rôle, quelqu'un qui s'occupait des espaces, c'est que le dimanche soir le codeur il se dise demain j'ai envie d'aller au bureau parce que sinon il préfère rester à la maison. Et donc ça va être avec plus d'espaces sociaux, plus d'espaces collaboratifs, c'est de donner aussi à l'utilisateur plus de contrôle. C'est quand tu vas au bureau, tu choisis où tu veux travailler et t'as des outils que tu n'as pas à la maison. D'accord. C'est quoi les autres leviers pour rendre le bureau sexy? Alors c'est donc le bureau c'est déjà tout ce qui est couleurs et matériaux ça va être assez important. Il y a aussi un retour donc avoir une diversité en fait de matières suivant la culture d'entreprise, tu peux t'adapter en fait à eux et un peu comme une personne, tu vois. C'est sur les entreprises, il faut qu'on fasse quelque chose qui leur convient, avoir des choses beaucoup plus soft. Nous, on parle beaucoup de collage aussi chez Vitra. On aime que ce soit dans la maison ou dans les bureaux, mixer en fait, donner de la personnalité à un espace. Donc, ce que je disais, c'est avoir des bureaux qui sont un peu comme à la maison. Tu te sens bien, tu sais même pas pourquoi il y a des signaux faibles. Est-ce que c'est parce que s'il y a un tissu, parce qu'il y a cette couleur, c'est avoir beaucoup de mobilier agile, mobile. Tu vois, nous par exemple, on a un système qui s'appelle le Dancing Wall, c'est un panneau sur roulette dans lequel on va mettre les écrans. On veut plus qu'un écran il soit un espace donné en fait. Faut que l'écran il puisse bouger comme ton ordinateur. On veut plus de cloison fixe, on veut que ce soit mobile en fait. Et donc voilà, on veut vraiment nous pousser la souplesse et que l'utilisateur soit au cœur en fait de la création de son espace. Le Dancing Wall, je l'avais pas vu celui-là. Ouais. En termes d'innovation et de recherche et développement, j'ai l'impression que vous êtes des best in class quoi. Qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce qu'ils font différemment Vitra? Alors c'est une bonne question.
parce que quand je suis arrivée au début, ça m'a vraiment interrogée. Quelle était cette recette d'innovation en fait? Je pense qu'en fait, on dit que Vitra c'est un projet, tu vois. C'est en fait, ils sont pas là pour créer des process qui vont. Enfin, il y a des process bien évidemment, IT, etc. Mais c'est à chaque fois en fait, ils démarrent vraiment comme un livre ouvert en fait. Donc et ils vont créer des groupes en fait de travail sur des problématiques, donc dans lequel tu auras bien évidemment un designer, mais tu auras l'équipe Vitra, et dans les groupes de travail, tu sais, à un moment tu sais plus qui est le designer, qui est le fabricant en fait. Ça passe de l'un à l'autre, il y a tellement une connivence. Donc à un moment par exemple, je me rappelle avec Gricic, on voulait travailler sur l'agilité. Donc ils sont partis avec un groupe de travail dans la Silicon Valley pour observer en fait toutes ces entreprises de la tech, et on est revenu avec un produit qui était peut-être un peu en avance sur son temps. J'ai oublié son nom, mais et qui était un produit hyper mobile. Donc c'est ça, c'est un petit peu craquer des problèmes, tu vois, c'est aller sur quels sont les signaux faibles pour le moment, parce on est quand même déjà un peu dans le futur. L'idée, nous, on n'est pas là pour créer le présent, on est là pour voir comment l'entreprise, quand elle achète du mobilier, que le mobilier il passe aujourd'hui, mais qu'il soit là dans 5 ans, dans 10 ans. Et aujourd'hui, tu as beaucoup aussi de problématiques de développement durable. Donc, Nora Feldbaum, elle dirait que le meilleur produit, c'est celui qui va durer le plus longtemps. Tu vois, c'est pas forcément, c'est ça. Et donc nous, aujourd'hui, encore plus qu'avant, t'as besoin de flexibilité. Les organisations, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, tout d'un coup, tu t'étais concentré sur un marché, ça bouge, tu vendais tel produit, il marche plus, il faut que tu passes à autre chose. Les entreprises, elles ont besoin de pouvoir être agiles, elles le sont dans leur organisation, il faut que l'espace physique leur permette également de l'être, de passer d'un groupe de travail de 5 à 10, et peut-être que dans 6 mois, on fait autre chose. Et donc nous, on est pour le moment, on est en train de lancer un nouveau concept qu'on appelle Beta, qui est vraiment sur on n'est pas là pour faire du beau, on est là pour faire de la robustesse. Et la robustesse, et la robustesse, c'est ça, c'est on va créer des produits qui vont être cossus. Ouais, t'as le Softwork par exemple de Barberos Kirby, c'est un système, ça s'appelle Softwork parce que c'est un canapé pour travailler. Donc déjà c'est assez génial parce que ça remplace parfois des salles de réunion, et c'est sur un canapé. C'est là où tu peux faire des réunions d'équipe, tu peux faire des présentations à des clients. Tout d'un coup, le produit, il te convient plus, il est trop court, tu l'allonges. Il va plus dans cette salle, tu le mets dans une autre. Et nous, par exemple, à Paris, il est déjà à sa 3e vie, à sa 3e utilisation. Et tu l'as sur roulette aussi. Exactement. C'est ouf. Non, mais tout est incroyable. Juste quand vous décidez d'aller tacler un nouveau problème, un nouveau sujet, une nouvelle fonctionnalité, vous allez identifier un designer, vous lui exposez le problème, et tu dis je veux que tu bosses dessus et que tu me pondes une solution, quoi, grosso modo. Alors c'est pas exactement ça, mais déjà c'est important de le dire, c'est Vitra qui choisit ses designers. Donc nous en fait, quand on a un projet, donc Rolf ou notre direction créative. Parce que Rolf, c'est quoi son job? Rolf et Laura. Nora, pardon. C'est quoi leur fonctionnement? Je parle de Rolf parce que si on parlera peut-être du campus également, mais c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment découvert énormément de talents. Il a découvert les Bourlacs. Il a dans le campus en fait, on a des bâtiments de grands masters de l'architecture. Il a fait venir Frank Gehry. Le premier bâtiment en Europe, c'est de Frank Gehry. Il est au campus. Le premier bâtiment en dehors du Japon de Tadao Ando, il est au campus. Zaha Hadid, le premier projet qu'elle a fait de toute sa carrière, c'est au campus. C'est fou. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui était extrêmement doué, donc a été responsable de la sélection en fait des talents. Donc c'est un des fils, hein. C'est le frère de. C'est la 2e génération. D'accord. Ouais. C'est la 2e génération. Ouais. Ok. Et c'est l'oncle de Nora. D'accord. Donc ils étaient 2 frères, Rolf et Raymond. Rolf lui s'occupait de Vitra mobilier et Raymond s'occupait de Vitra retail parce qu'on avait gardé l'activité retail. Okay. Et la 3e génération, Nora, elle, c'était notre PDG.
Donc elle a également sous sa direction, elle a la partie créative, mais elle, son rôle c'était d'être PDG. Ok. Très bien. Et donc là, elle vient de passer de chairwoman. Donc là, maintenant, elle préside. Elle préside parce qu'il y a plusieurs activités. T'as le Vitra Campus, t'as Vitra la marque et d'autres activités. Ok, très clair. Et donc pour revenir sur le processus de création d'un nouveau produit pour répondre à un problème, comment ça se passe? Donc, on identifie le segment en fait ou le besoin en fait utilisateur, tu vois, qui peut. Comment ça pop? Ça c'est alors. On fait des gap analyses en fait. Tu regardes un petit peu, tu regardes bien l'évolution en fait des modes de travail. Est-ce que tu vois là, par exemple, on va de plus en plus vers des modes partagés. Il y a beaucoup de bureaux opérés. Bureaux opérés, c'est quoi? Les bureaux opérés, c'est par exemple, je sais pas si je suis Airbus, peut-être que j'ai pas besoin de. Il y a beaucoup de marques ou d'entreprises aujourd'hui qui veulent pas forcément s'occuper elles du mobilier et qui préfèrent des espaces de travail. Donc elles vont les faire gérer par des spécialistes. Ok. Des bureaux opérés, d'accord. Oui, parce que tu as les espaces coworking. Un espace coworking, c'est tu vas travailler dans un espace de travail, tu vas louer des heures, mais un bureau opéré, il est pour une marque précise en fait. Tu le partages pas forcément avec d'autres utilisateurs. Donc c'est un peu comme dans l'hospitality où tu avais un Ritz-Carlton qui opère l'hôtel pour un propriétaire. Exactement. T'as maintenant des opérateurs de bureaux. Oui. Ok, et qui font en sorte d'éclater le bureau, quoi. Enfin, de faire ça bien. Oui, parce qu'en fait, à la limite, si ton business c'est de créer des avions, c'est pas forcément de gérer des espaces de travail. Et donc ça libère un petit peu. C'est qui les grosses marques d'opérateurs? Je sais qu'il y a In-Situ, par exemple, il y en a d'autres, mais après, il y avait beaucoup de coworking, il y a beaucoup de marques de coworking. Là, c'est en train de bouger, en fait, le monde un petit peu. Donc mais on va y venir aussi, mais revenons sur Vitra. D'accord. Non, mais ça m'intéresse vraiment, le futur du travail, comment ça va s'organiser, tout ça. Oui. On peut faire une parenthèse là-dessus, tout de suite. Si tu veux. Tu sais que c'est mouvant. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on sait pas trop si on se demandait dans 2 ans qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue politique, on est incapable de répondre. Je dirais que c'est un peu la même chose en fait, tu vois. Il y a eu des tendances et aujourd'hui je pense que personne ne sait exactement. Là pour le moment t'as la défense qui a toutes les tours de la défense, c'était quand même assez compliqué parce qui sont un peu vides parce qu'au départ les gens avaient pas envie de retourner à la défense, donc il y a eu beaucoup de sièges sociaux qui sont revenus dans Paris. Parce que c'était plus agréable pour leurs employés, que c'est plus facile pour être une marque employeur également. Et donc là, la défense est en train de changer. Donc il faut qu'ils se challenge. Peut-être qu'ils vont plus avoir que ces grands espaces, mais ils vont pouvoir louer des espaces plus petits. Des marques qui étaient peut-être plus loin vont pouvoir venir à la défense. C'est pas à la fin de la défense, mais il faut qu'ils se réinventent en fait. Et en fait, c'est une partie de domino pour le moment. Au départ, quand les gens sont revenus aussi au bureau, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris effectivement des places dans des coworking. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'un coworking, c'est pas cher que ça. Donc, je pense qu'aussi, peut-être que les entreprises, elles ont aussi envie de, tu vois, le télétravail, on en revient. On dit que c'est bien, mais pas 4 jours par semaine. Ouais. Peut-être un jour, ça suffit. Et moi, j'ai besoin de cohésion. J'ai besoin de mes équipes avec moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Donc là, les entreprises, je pense qu'elles vont recréer par elles-mêmes leurs espaces de travail. Et donc, elles vont peut-être moins se décharger sur des coworking. Ouais. Et je vois qu'il y a la mouvance aussi des clubs. En ce moment, il y a plein d'ouvertures de clubs avec le 51 Iéna de Niel. Xavier Niel, parce que c'est son fils, je crois, qui gère le truc vraiment, mais c'est vrai qu'il y a d'autres envies, quoi. Il y a d'autres besoins qui se créent. Aller bosser dans les hôtels, c'est toujours aussi cool. Oui. Alors les coffee shops, maintenant, c'est nos laptops dans les coffee shops, mais c'est quand même pas mal aussi. Ok. Oui, et c'est bien parce que one size doesn't fit all, et ça veut dire que on a quand même pris l'habitude d'avoir la diversité, comme toi et moi aujourd'hui. Ouais. On est dans un tiers-lieu en fait, ouais, bien sûr. Et c'est agréable parce que ça change et c'est inspirant, et je trouve que la diversité, c'est ça qui nourrit aussi la créativité. Ouais.
Il faut juste que tout soit modéré. Peut-être que tu vois que tu gardes ton hub. Et c'est peut-être ça un moment que les entreprises, elles avaient perdu. Et je pense qu'elles ont perdu en efficacité, en innovation, en laissant trop de liberté. Et donc, en fait, les employés, peut-être, n'étaient pas assez ensemble. Parce que c'est ta force vive. T'as besoin d'eux pour créer. Donc, ils ont quand même besoin, on est des humains. Au monde de l'IA et de la machine, faut que l'humain soit plus humain et que la machine soit plus machine. Donc, si notre force, on en a parlé tout à l'heure, c'était les soft skills, la communication, la collaboration, l'esprit critique, faut qu'on soit ensemble. On peut pas le faire toujours en digital. Donc, en fait, il y a ce besoin, en fait, aussi que l'humain se retrouve. Les espaces, ils jouent un rôle émotionnel. C'est pour ça que c'est important de la manière dont tu les conçois et qui doivent stimuler en fait les gens. Et donc voilà. Donc moi je pense que c'est le retour du physique, un petit peu comme dans le retail, tu sais, où on est beaucoup parti sur du online et maintenant on voit en fait des signaux où on revient sur du physique, mais il faudra qu'il soit réinventé. On a une période mouvante et c'est génial quelque part parce que faut inventer des nouveaux systèmes, faut tester. Et moi, quand tu demandes c'est quoi l'avenir, moi je crois vraiment dans le test and learn en fait. Et je pense que chez Vitra, c'est aussi ce qu'on fait. Quand je dis Vitra, en fait, parfois ça, j'admire en fait cette famille pour ça. Ils ont lancé des produits parce que ils pensaient qu'ils étaient importants pour je pensais à un produit qui avait été lancé qui s'appelait le Vlinder Sofa de Ella Jongerius et c'était une prouesse en fait. Ce sofa, c'était à la limite entre l'artisanat et la production industrielle et il a pas marché, mais ils y sont quand même allés. Ils ont pris le risque et donc ils prennent le risque en fait de lancer des produits qui peuvent un peu changer l'industrie. Peut-être que le produit marchera pas, mais il aura quand même eu un impact dans l'industrie. Et donc ça, on parlait, c'est le courage peut-être. Je pense que c'est ça qui définit bien cette famille et Vitra. Très bien. Ok. Pour revenir sur la création du produit, donc on identifie un problème, on identifie un designer. Comment est-ce qu'ils identifient les designers? C'est vraiment le pif parce que quand on va chercher les Bouroulec, typiquement ils avaient pas fait grand chose. Mais tu regardes, il y a quand même plein de moyens de regarder ce que font les jeunes créatifs, tu vois. Soit tu regardes les travaux de fin d'année. Il y a la Design Parade également qui est quand même Je disais pas au pif, je disais plutôt au... d'accord, oui. D'accord, oui. l'instinct, quoi. Et dans ce cas, oui. Oui. À l'instinct. C'est pas au pif, c'est comment on dit au hasard. C'est pas au hasard, non. Bien sûr que non. Non. C'est au pif, c'est à l'instinct. C'est à l'instinct, ouais. Parce que vision, quoi. Je pense que si un jour tu viens au campus et donc Zaha Hadid, donc cet architecte Je suis venu au campus. Oui, mais tu te rappelles de la Fire Station? Bien sûr. Donc c'est un bâtiment en fait. L'histoire du campus, peut-être qu'on peut en parler. Carrément, ouais. Donc on a une mission qui est culturelle chez Vitra et donc tu me demandais les points forts. En 1981, il y a un gros orage et donc le campus prend feu. Et donc le campus à l'époque c'est pas un campus, c'est un site industriel. On est en 1981 et 70% en fait du site industriel prend feu et donc catastrophe quand même parce qu'ils ont pas pu produire pendant 6 mois. Et donc Rolf Felbaum, donc deuxième génération, demande à Nicolas Grimshaw, qui est un architecte britannique, de faire une partie des bâtiments. Et au début, il voulait tout faire avec lui et en préfabriqué. Et finalement, il se dit tiens, je crois qu'il avait rencontré Frank Gehry. Il dit bah non, tiens, je vais demander je commençais à Frank Gehry de faire un autre bâtiment. Et de fil en aiguille, en fait, ça a démarré par hasard. Il a demandé à différents masters de l'architecture de faire des bâtiments. Et Zaha Hadid, sa mission, comme le campus avait pris feu, il n'y avait pas dans la ville de Le Rare, qui est la ville d'à côté, de caserne des pompiers. Donc il demande à Zaha Hadid de dessiner une caserne des pompiers. Donc prochaine fois que tu vas au campus, tu fais un tour architectural. Il y a 400 000 visiteurs, donc on peut s'inscrire pour les tours architecturaux, c'est gratuit. Okay. Et tu vois le premier dessin qu'elle a fait, et là tu dis mais quel fou a pu partir sur ce dessin. C'est vraiment forcément quelqu'un qui est visionnaire et qui a du talent. Et donc c'est un bâtiment qui est complètement incroyable. Il n'y a pas une ligne droite, très déstabilisant. Et c'est le premier bâtiment de Zaha Hadid. C'est fou. Ouais, je vois les photos. Ouais. C'est passionnant. Ouais.
Incroyable. Et donc ce campus-là, aujourd'hui, c'est quand même une bonne partie de la production quand même, hein, ou pas du tout? Oui, une partie production, assemblage. Après, et le siège social? Alors non, le siège social, il est à Bâle. Ok, dans Bâle. Dans Bâle, dans un petit quartier qui s'appelle Beersfelden, qui représente bien la famille parce que c'est pas très visible. Il faut y aller. C'est dans des quartiers historiques, non? C'est quoi? Non, c'est un quartier résidentiel. Je pense que tu peux pas tomber dessus par hasard, c'est impossible. Et donc voilà, le siège social, il est niché là, tranquillement. Voilà. Il y a combien de personnes qui bossent chez Vitra? Je me rends pas compte de quelle taille elle fait cette boîte. Ouais. On dit pas. Non. Ah, on dit pas. Même le nombre de personnes qui bossent? Ouais, je crois qu'on dit pas. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais, c'est suisse. Mais ça, c'est quand même le culte du secret aussi un peu suisse, quoi. Ah ouais, ça c'est suisse, oui. Ouais. Ça on dit pas, c'est extraordinaire. C'est marrant, cette façon de faire. Et donc donc l'histoire, c'est que donc le siège social, il est en Suisse. Donc c'est là que t'as la R&D, t'as les équipes design, communication, les PDG, etc. Et la première génération, donc le couple était suisse, lui il était suisse, elle était allemande. Ils ont commencé à acheter des terrains en fait à la frontière, et de fil en aiguille en fait, ils ont assez de terrain pour mettre les premières usines. Et voilà, donc là on revient en 80, donc on a notre feu. Et donc c'était un site industriel qui s'est développé en fait en campus. Donc maintenant, je crois que on a la plus grande diversité architecturale du monde, hein, parce que t'as des bâtiments d'Alvaro Siza, 2 bâtiments d'Herzog et de Meuron, un bâtiment de Sana. Donc c'est vraiment génial. Et donc on offre des visites en fait aux personnes qui viennent. Et je tiens à dire parce que Vitra, on a une image un peu luxe. C'est quand même, on est quand même dans quelque chose qui est très démocratique. Si tu vas au campus, ce ne sont que des familles. C'est très accessible à la communauté locale également. T'as beaucoup de gens qui viennent, qui passent sur la route des vacances, des Hollandais. Tu peux voir en été des caravanes. C'est vraiment très très simple et ouvert. Et donc voilà. Donc on fait le tour du campus. On a 2 musées. Donc on a le Vitra Design Museum et le Chao Dépôt. Chao Dépôt, ça veut dire le dépôt où tu peux voir. Donc c'est la collection privée de Rolf Hellbaum de mobilier contemporain. Il y a en tout 7000 pièces et elles sont pas toutes présentées, mais quand tu descends, tu as des vitres et tu peux voir les archives. Donc c'est super intéressant. Mais ne serait-ce que le showroom, il est incroyable déjà. Oui. La Vitra House, je pense. Donc c'est un bâtiment d'Herzog et de Meuron. Donc c'est un bâtiment où tu as plusieurs maisons les unes sur les autres. Et en top, tu as un loft. Et tous les 2 ans, on donne carte blanche à un artiste ou à un architecte d'intérieur pour imaginer un loft. Donc on a eu déjà une Diamadavi, Sabine Marcellis. Et donc là, ça va bientôt changer, je crois. Extraordinaire. Les 3 piliers de Vitra, redis-moi, c'est quoi? Alors c'est première génération, donc on avait une mission commerciale. Deuxième génération, donc avec Rolf Hellbaum, on a ajouté la mission culturelle, et Nora, qui est très impliquée, a ajouté une mission environnementale. Donc tous les projets, qu'ils soient internes ou externes, ou voilà, nos prises de fonction doivent répondre à ces 3 piliers. Et aujourd'hui, sur l'aspect développement durable, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on avait au fond de nous, je pense. Tu vois, quand tu fais des classiques, déjà, tu avais cette culture de développer des produits que tu pouvais transmettre de génération en génération. Et là, on a vraiment pris un accélérateur ces 10 dernières années. On a réduit notre empreinte carbone sur les 4 dernières années de quasiment 50%. Et donc là, on est vraiment en train de travailler sur l'éco-conception, bien évidemment. Donc le produit puisse être modulable, réparable. On a fait un énorme boom sur les matériaux recyclés. Donc on a eu notre premier plastique recyclé, ce qu'on appelle post-consommation, ça vient des déchets ménagers, juste avant le Covid, en 2019, je crois. Et là, aujourd'hui, au départ, c'était assez compliqué, tu vois, d'avoir des couleurs. Les premiers, ils étaient gris foncé parce que tu maîtrisais pas. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir toutes les couleurs. On a même réussi à faire du blanc. On vient de sortir un truc complètement fou dans l'industrie du meuble. Je pense que la bête noire, c'est la mousse en polyuréthane. Il y en a beaucoup, toutes ces mousses moulées.
Et on a travaillé avec BASF pendant 3 ans. Et on vient de sortir cette première mousse qui va être enfin recyclable. Et donc ça, on a gardé une exclusivité pendant 1 an, le temps que nous on se mette en route, et on va l'offrir à toute l'industrie. Parce que l'idée, ça n'a aucun intérêt si c'est fait que par nous. Il faut pouvoir mettre en place des filières pour que cette mousse en fin de vie, la fin de vie, ce sera peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas maintenant. Hein. Bien sûr. En fin de vie, on utilise tous cette mousse qui sera une révolution et que ce soit plus des déchets parce qu'aujourd'hui on les brûle ces mousses. Donc voilà dans le type de projet. Et puis je dirais que le gros bond qu'on a fait, c'est tout ce qui est seconde main. Ouais. Je pense qu'on est tous dans chaque industrie, c'est une question, dans la mode et donc dans le design également. Et nous, on a une place un peu à part, c'est que comme on a des produits de grande qualité, c'est vraiment, et qui ont été éco-conçus, très facile de les réparer. Donc là, on a créé ce qu'on appelle le Vitra Circle. Ouais. En 2018, c'était d'abord pour les particuliers. Et maintenant, on a le Vitra Circle for Contract, donc c'est pour les entreprises. Et donc, on rachète des gisements, on les reconditionne et on les revend. Et ça peut être des aluminium group qui ont 30 ans, ou des chaises de travail. Et ça permet, bien évidemment, pour l'entreprise qui en profite, de baisser son empreinte carbone. C'est des produits qui sont disponibles plus rapidement, qui sont moins chers. Beaucoup moins cher, c'est quoi? C'est 20%, 50%? Pas autant, mais oui, on est à peu près à 20%, 25% moins cher. Trop bien. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Et donc ça repasse chez vous et ça, c'est retravaillé. Ouais. Et là où c'est une force, parce que tu sais, le réemploi, c'était pas très sexy à un moment, parce qu'en fait, on disait, c'est moche, en fait. Et nous, la force qu'on a, c'est que on ramène les produits à l'usine et on va pouvoir les réadapter aux futurs acheteurs. D'accord. Donc, si tu me rachètes, si tu veux des chaises aluminium group, je vais pouvoir les retapisser en fonction de ce que toi tu veux. Donc, ils seront à l'image de ton entreprise. Tu peux choisir la couleur. Tu peux choisir la couleur, tu peux choisir la finition, etc. C'est ouf. Ouais. Ok. Extraordinaire. Magnifique. Ok. Et alors toi, dans tout ça là, parce qu'on a beaucoup parlé de Vitra, mais on a un peu oublié de parler de toi sur ton rôle aujourd'hui. T'es donc la directrice générale France. Ça consiste en quoi? C'est quoi ton job au quotidien? Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait maintenant une dizaine d'années. C'est fou. Ouais. C'est assez intéressant parce que en plus, alors après le Covid, je reviens quand même. On a eu aussi, on a un peu changé nos manières de travailler entre ce qui était global, local, et nous, on a décidé de plus aller aux grandes foires internationales pour des raisons écologiques, parce que tu te faisais un stand magnifique à Milan ou à Cologne, et après, souvent, tu jetais les structures, etc. C'était quoi? C'était le salon del mobilier. C'est ça. Et à Cologne, c'est quoi? C'est Orgatech, c'est le salon de... Ouais. Okay. Et donc nous, on s'est dit, on a un asset, c'est déjà le campus. Ouais. Donc c'est très important de pouvoir faire profiter la communauté internationale du campus. Donc moi, mon rôle, c'est aussi d'emmener des gens au campus, mais également d'avoir des entités locales plus fortes. Donc nous, on a maintenant des beaux showrooms, des showrooms magnifiques dans les grandes villes. Donc Paris, Londres, New York. Donc Paris, c'était un des premiers. On est dans un bâtiment haussmannien, on a 750 mètres carrés et on va faire vivre une expérience principalement aux clients, aux architectes et à nos revendeurs, un peu sur l'habitat. On a des salons, on va présenter les nouveautés, mais beaucoup sur également la partie bureau. On se l'applique à nous-mêmes et donc là tu as les dernières tendances, on en parlait tout à l'heure. L'idée c'est de te faire un voyage, c'est de te montrer jusqu'où tu peux aller avec ton organisation. On n'est pas là pour montrer des choses courantes, mais plutôt faire ouvrir les esprits. Donc là, on y va, dans des choses vraiment innovantes. Donc ça, c'est passionnant. Donc ce showroom, moi mon rôle en fait, ça va être principalement de faire connaître la marque, de faire connaître nos concepts d'aménagement, donc sur les différents segments, et d'emmener beaucoup de gens donc au showroom. Donc il y a beaucoup d'animations de notre espace, des prises de parole, des talks sur des choses qui nous appartiennent, des choses qui nous appartiennent moins. Tu vois, ça peut être sur des sujets très variés. On fait beaucoup de collaborations aussi. Okay. Moi j'aime bien mixer, j'adore mixer les mondes en fait, mixer la mode. On a eu un partenariat avec Veja par exemple.
Tu vois, par exemple, ce qui est compliqué parfois pour Vitra, c'est que les produits peuvent être parfois, pas tous, hein, parce que tu peux démarrer très bas et aller très haut. Et il y a parfois une appréhension, en fait, par rapport à l'accès à une pièce. Ouais. Et nous, par exemple, les accessoires, c'est important parce que souvent on se dit c'est ma première pièce Vitra. Et ouais. Non mais ouais, j'adore. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que mes parents ils connaissaient pas forcément Vitra, donc je les ai emmenés au campus et c'est marrant parce mon père est tombé amoureux de Vitra, quoi. Il dit mais c'est trop beau, j'ai envie de vivre là-dedans, quoi. Ouais. Et donc la première pièce qu'il s'est achetée, qu'on lui a offert pour son anniversaire, c'est un oiseau. Ah bah c'est génial. Hein. C'était très mignon. Bah tu vois, moi j'aime bien. On a fait pas mal. Enfin j'ai fait des choses avec Celency, avec Veja, avec des marques aussi peut-être accessible aussi, pour que les gens prennent conscience, et notamment aussi la jeune génération. Il y a cette que en fait il faut faire éclater ce frein du prix, parce que quand tu achètes une pièce, ça peut démarrer à 50 €, 100 €, 200, 400, et puis après plus, mais c'est toujours des pièces que tu peux revendre. Oui, ça perd pas de valeur en fait, et ça c'est important. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes générations, elles sont quand même très attirées par des pièces de qualité plus que la quantité. Donc on a vraiment une connexion qui est importante avec eux. Ils sont aussi très attirés par la seconde main, donc tout ce qu'on fait c'est bien. Donc voilà, donc moi mon rôle ça va être on a un spectre qui est tellement large, de voir comment on peut faire rayonner la marque. Ouais, et puis donc toucher des audiences différentes. On met aussi à disposition pas mal le showroom, donc. Mais où est-ce qu'on voit tout ça là, Vous avez un site Vitra France qui répertorie tous les talks, etc., toutes les animations, ou c'est? Non, alors faut que tu sois dans notre communauté. D'accord, il faut que je sois quoi? Tu sois dans notre newsletter, tu t'inscris à la newsletter et puis tu seras invité aux différents talks. Attends, je vais m'inscrire tout de suite là. Comment ça se fait? J'étais pas dessus. Extraordinaire. Ok, et vous avez une équipe. Mais toi, t'as quand même un job commercial quand même, de marketing, de visibilité. Ouais. T'es directrice commerciale plus de France, quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai pas forcément d'influence sur le développement produit. J'en avais plus quand j'étais en Suisse. Okay. Donc, mais par contre, mon rôle, c'est déjà, j'adhère énormément aux nouveaux produits qui sont lancés. Oui, c'est de les faire, c'est d'accélérer leur intégration. Donc, il y a beaucoup de prises de parole sur tout ce qui est développement durable pour le moment. Ouais. Je pense que je passe beaucoup de temps à faire ça. Que j'adore, aussi sur les nouveaux modes de travail et les solutions qu'on va pouvoir mettre en avant. Okay. Donc moi je passe une grosse partie de mon temps là-dessus, et puis après il y a également quand même tout ce qui est retail et habitat, où là on travaille en indirect avec donc des grands distributeurs, donc les Silvera, ces oui, le Bon Marché. Ouais. Et donc, un acteur qui nous a manqué quand même, c'est Conrad Shop, parce qu'ils, quand ils ont fermé, ils n'ont pas été remplacés. Ouais. Et je pense qu'à Paris, aujourd'hui, tu sais, on parlait de changement tout à l'heure, je pense que c'est un peu pareil dans le retail. On manque un petit peu aujourd'hui de ce type d'acteurs. On n'a plus Colette, on n'a plus Conrad Shop. Donc un peu des concept stores aussi, des gens qui sont drivés par l'histoire plus que le commerce, et ils font un commerce des deux justement. Et donc voilà, je pense que ça va être intéressant parce qu'il y a de la place également pour des nouveaux acteurs sur le marché. Le Bon Marché est vraiment en train de monter en puissance là-dessus, en raconter des histoires, faire des thèmes différents. Donc je pense que c'est très riche. Mais voilà, je pense que dans une ville comme Paris, tu vois, aujourd'hui, je trouve que dans l'art, on a beaucoup d'options à Paris. C'est absolument génial avec toutes ces fondations, avec Art Paris, Art Basel Paris. On est vraiment redevenu la capitale de la culture. Et je pense que sur le design, on a le Covid a peut-être un peu essoufflé, où ça a été un peu compliqué. On a été un moment poussé, on était les premières dépenses des foyers, et puis après, ils se sont concentrés plus sur les voyages. Donc, faut retrouver un peu sa place. Parfois, l'aspect commercial dans le retail tire trop, et on prend moins de risques, tu vois. Et je pense que nous, à la Vitra House, c'est ça qui est génial, ou même dans nos showrooms, c'est qu'en fait, on va montrer des choses différentes. On va pas forcément montrer le canapé en beige. Et honnêtement, quand t'as un magasin, tu vas le montrer en beige parce que c'est ce qui parle aux gens, en fait. Ils vont avoir peur si tu commences à montrer des couleurs excentriques. Donc, je pense que il va peut-être voir ce qui va se passer dans les
les années à venir, mais je pense qu'il y a de la place pour des nouveaux acteurs. Et dans les autres pays, il y a des acteurs qui sont... Là, tu parles de Colette, tu parles de Coran Shop, etc. à Paris qui ont malheureusement disparu, et qui manquent terriblement. Est-ce que aux US, à Londres, dans d'autres capitales, même en Asie d'ailleurs, il y a des acteurs comme ça qui font bien les choses? Oui, je pense après c'est plus pointu, tu vois. Il y a même à Paris, il y a des petites choses intéressantes qui se passent. L'hybridisation, des choses plus hybrides aussi. Je pense que les grands magasins néanmoins restent importants. Donc t'as Hills à Londres, Isetan au Japon, en Corée également. En Corée en fait on a encore des Conrad Shop. Et puis Hills, c'est Hills London. H-E-A-L'_S. Donc oui, eux c'est quand même des acteurs qui ont des espaces assez importants. Mais ouais, je pense que peut-être que tu vois, ça va être la mode aussi va avoir un rôle à jouer, peut-être reprendre plus d'accessoires du design. Il y a des salons comme Who's Next ou même Maison Objet qui vont aller peut-être plus sur ces thèmes, que ce soit un peu plus transversal. Et le souci aussi, là pour le moment il y a le luxe quand même qui est important, et souvent tu as les mêmes canaux de distribution pour les produits premium et les produits luxe. Et ça aussi, ça peut être, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils veulent aller dans le luxe, ils vont aller directement chez des architectes d'intérieur et on va avoir du sur-mesure. Et si je peux faire une aparté sur le sur-mesure, tu vois, nous on est un designer industriel, et quand on développe un produit, ça va nous prendre 2, 3, 4 ans, parce que les contraintes qu'on va se mettre, c'est que le produit, en fin de vie, on peut soit lui donner plusieurs vies, soit complètement tout séparer et recycler. Et le sur-mesure aujourd'hui, c'est un peu à la mode, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très durable. Un petit tacle pour nos amis sur mesure. Gentil. Trop bien. Il y a aussi un truc, je crois dont tu voulais parler, c'était ce côté, vous restez quand même des innovateurs, et vous restez pas assis sur les acquis des IMSS, des prouvés, et des pièces comme ça, iconiques, qui sont d'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi il y a pas un peu de comment on appelle ça, un peu de pochitude de la part des architectes, où on revient toujours aux anciens, aux valeurs sûres, aux IMSS et aux prouvés, et on a du mal à aller se projeter dans des nouveaux produits, des nouveaux designers, des jeunes designers. On a du mal à se faire confiance. Alors je dirais que les architectes, c'est presque qu'on embrasse. Oui, justement, eux, ils ont envie de se différencier. Donc, ils n'ont pas forcément envie de revenir c'est au prouvé, au classique. C'est ça. Donc là, il y a une tendance à vraiment de la création, et c'est pour ça que je parlais du sur-mesure, même si c'est bien évidemment, mais tu vois, c'est comme tout, en fait. Il y a une raison pour laquelle il y a des designers industriels. On a une forte responsabilité sur les épaules. On a une responsabilité pour la planète. Donc non, je pense que parfois, nous, on peut souffrir de snobisme. Le snobisme. Je cherchais exactement. Parce que si tu fais une petite étude de marché, il y a plein de gens qui disent Vitra c'est IMSS ou Vitra c'est prouvé. Alors qu'en fait, je trouve que ce qui est chez Vitra, par rapport à d'autres éditeurs historiques comme nous, on n'est jamais resté figé dans le passé. On a toujours développé beaucoup de produits contemporains. Donc là aujourd'hui dans notre portefeuille, on a énormément de produits contemporains qui sont tournés vers l'innovation, le changement, le suivi même dans l'habitat. On a un canapé qui a été développé par des jeunes designers, Panthère et Touron, qui est absolument génial. C'est te dire, c'était quoi la pièce qui était la moins mobile dans mon intérieur? C'était le canapé. Chaque fois que tu déménageais, t'avais toujours la méridienne qui était pas au bon côté, pas les bonnes dimensions. Ils ont craqué le problème, ils ont trouvé des solutions, et donc ils apportent de la flexibilité pour les intérieurs. Je trouve ça génial. Donc oui, nous, l'idée, c'est pour ça, c'est d'essayer de rendre la marque visible dans son offre, et qu'on reste pas sur des préjugés et ou sur des choses un peu historiques. Donc et puis aussi ce côté peut-être parfois trop premium, qui n'est pas forcément le cas. En fait, il y a beaucoup de diversité dans le portefeuille. Bien sûr. Trop bien. Comment t'expliques toi ta réussite perso? Alors
Alors, elle m'a surprise moi aussi, honnêtement. C'est marrant, tu m'as demandé tout à l'heure. Moi, je m'attendais pas à être là même aujourd'hui ou à être DG de Vitra, tu vois. J'avais pas de plan de carrière, j'en ai jamais eu. Moi, tout ce que je voulais, c'est ne pas m'ennuyer, être passionnée par ce que je fais. Je pense que on m'a souvent dit que j'étais une intra-entrepreneuse, tu vois. Je peux pas travailler pour n'importe qui, en fait. Faut que je sois pour une marque qui me fasse vibrer, dans laquelle je crois, où je travaillerai peut-être un jour pour moi. Mais voilà, donc déjà ça, toujours avoir une flamme pour ce que tu fais, et ça se ressent. Je pense que je suis quelqu'un, ma marque de fabrique, je suis hyper authentique, donc j'ai du mal à... Je suis assez, je dis les choses que je pense, et je trouve que ça marche toujours, ça, tu vois, dans la création, dans les relations avec les gens, c'est ça aide l'autre. T'es pas là pour blesser, hein, c'est pas ce que je dis, mais donner des feedbacks vrais, en fait. Et quand tu ressens des choses, quand tu as des points de vue, c'est agréable. Est-ce que c'est radical transparency, c'est ce qu'on... Non, peut-être pas radical, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas être dans le faux semblant. T'es pas là pour faire plaisir, t'es là pour faire avancer les choses. Et je pense que ce côté authentique, je l'ai dans mes relations, dans mon réseau. J'ai pas forcément un réseau immense, mais les gens avec qui je suis, que je rencontre au fur et à mesure de mon parcours, à chaque fois c'est des liens forts, et à chaque fois on bâtit quelque chose ensemble. Donc j'ai un réseau assez fort, mais réduit, et de créatifs, et on s'engage sur des actions à chaque fois nouvelles, et ils me font confiance et je leur fais confiance. Et quel type de manager t'es? C'est une petite équipe quand même. Ouais. Tu vas pas me dire vous êtes combien, mais... si, on est on est 25. Ah, c'est déjà une petite boîte quand même, je dirais. Ouais. Moi j'aime beaucoup manager. Ça okay. Ouais. Tu l'as toujours aimé? Alors non. Non, mais si, je pense, déjà, ça te permet si t'as une équipe de pouvoir faire d'autres choses aussi, tu vois. Moi, je pense que je suis pas une spécialiste, je suis vraiment une généraliste. J'aime avoir une vision générale, 360, stratégique. Donc après, j'ai besoin également d'une équipe. Je pourrais pas faire les choses par moi-même. J'adore, je trouve que tu passes un cap en management quand t'as pas peur d'avoir des gens qui sont meilleurs que toi dans ton équipe sur certains domaines. Et ça arrive pas tout de suite, ça arrive un peu plus tard dans ta carrière. Et ça, je trouve ça magique de dire waouh, c'est cool. En fait, elle est meilleure que moi là-dessus, ou il est meilleur que moi là-dessus, et il me fait pas peur. Et on y va. Pourquoi je me plais avec cette famille, c'est que moi aussi, je pense que j'aime le côté humble. J'ai pas forcément besoin de me mettre en avant, donc j'aime aussi, tu vois, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui ressent beaucoup de choses, donc c'est pas forcément moi qui vais prendre tout le temps la parole. Donc ouais, j'aime bien ce côté chef d'orchestre, en fait, tu vois, pilote de ligne, et on regarde, on attaque des problèmes. Chaque année, on revoit la stratégie. J'aime le coaching aussi, parfois, tu vois, d'avoir des gens qui t'accompagnent, qui te stimulent. Tu te fais coacher? Ou oui. Tu coaches? Un peu les deux, en fait, ouais. Régulièrement, parce que parfois, ça te permet de te challenger aussi. Comment tu progresses, alors, c'est ça, tu te fais coacher? Oui, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière. Ouais. Ça te permet quand t'as des points bloquants aussi, de les dépasser, d'avoir quelqu'un qui te voit de l'extérieur. Ouais, de ouf, ouais. Ça marche trop bien, ça. Ouais. Et puis, moi, j'apprends plein de choses aussi. Tu vois, par exemple, j'adore, moi, pousser les jeunes générations. J'adore ça, en fait. Je crois que je suis en train de passer dans le mode parfois transmission. Mais quand je vois des jeunes femmes qui se posent des questions, est-ce que c'est le bon moment d'avoir un enfant? Est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça? Est-ce que je peux prendre ce job? Il me fait peur. Mais moi, je les pousse à mort parce que je pense qu'un homme, il se poserait pas toujours ces questions. Et ouais, j'ai beaucoup de bienveillance par rapport à la jeune génération. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes, ces filles? Je pense à ma femme d'ailleurs sur le sujet. Non, mais je trouve c'est vrai que les filles, elles se posent beaucoup plus de questions que les hommes qui ont tendance, je sais pas, à dérouler, même si tout c'est pas une généralité qu'il faut faire. Mais parfois il y a un manque de confiance terrible, je trouve, chez les filles alors qu'elles sont hyper brillantes, quoi. En fait, comment t'arrives à créer le déclic? Déjà en reconnaissant peut-être leurs valeurs, et tu vois, en les challengeant, les mettant parfois dans des positions un peu à risque pour qu'elles puissent tester par elles-mêmes. Après, tu vois, moi, quand j'ai démarré, les femmes, il fallait que ce soit des hommes.
et fallait qu'on soit forte, etc. Et moi, je me suis dit, je serais pas ce type de personne. Enfin, c'est pas moi, je ne veux pas. Je veux être moi, et je veux être une femme avec mes forces et mes faiblesses. Et ce qui pouvait paraître comme une faiblesse quand on parle d'intelligence émotionnelle ou de soft skills, ça sonne bien, mais à l'époque, ça sonnait pas bien. T'étais fragile, hein, tu vois, si t'avais des ressentis. Chialeuse, pisseuse. Voilà. Et donc, en fait, alors que c'est une force. Et je pense que ce que j'aimerais éviter, alors c'est que, tu vois, c'est un peu comme tout, c'est qu'on se retrouve avec des femmes qui n'acceptent plus les hommes, parce que je pense qu'à un moment, moi je pense que les femmes, elles vont forcément continuer à monter. Un peu, c'est peut-être bateau, mais je pense que le manque de confiance fait qu'on travaille toujours plus. Vous êtes meilleur. On est pas mal. Et donc voilà, et si tu veux, à un moment, voilà. Bah, déjà, la jeune génération, elle a plus confiance en elle que les 30 ou les 40 ans. Donc, le manque de confiance, ça va un peu s'estomper. Un peu trop de confiance, d'ailleurs. Oui, bah, alors ça, les jeunes. T'inquiète. C'est la génération, t'inquiète. Et, donc, non, bah voilà. Donc, j'espère qu'on peut tous trouver notre place et qu'on passe pas d'un extrême à l'autre. Parce que je pense que les femmes aussi, comme parfois elles travaillent plus dur, elles peuvent être plus écrasantes. Et voilà, je pense qu'il faut. Moi, je suis un peu pour la démocratie, la diversité de culture, de genre. Les femmes, elles méritaient plus de place, et donc là, on est en train de la prendre. Moi, je sais que je suis hyper à l'aise avec les femmes. J'adore travailler avec des femmes. Dans mon équipe, on est 80% de femmes. Chez Vitra, dans le groupe, ça je peux te le dire, on a dans les postes de management, il y a plus de 40% de femmes, donc c'est quand même énorme. Ouais. Et Nora Felbaum, elle est vraiment pour, tu vois, les métiers de designer, c'était des métiers un peu comme les ingénieurs, mais il y a beaucoup d'hommes. Donc on essaie également d'ouvrir et de rendre le travail des designers femmes visible. Parfait, trop bien. Et alors dans tout ça, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? C'est marrant parce que mes enfants, je sais pas si je leur donne envie en fait, parce que je travaille beaucoup. Donc je crois qu'ils se disent, elle travaille trop. Ouais, c'est possible, je pense. Ils ont quel âge maintenant là? Ils ont 17 et 20. Je sais pas s'ils se disent elle travaille trop, mais bon, ils voient que c'est quand même beaucoup d'efforts, parce que voilà, tu peux pas être. Enfin, moi, c'est ma passion aussi, mon travail. C'est, je me réveille le matin, je fais tout est. En plus, dans le design, tu vois, tout est connecté. La manière dont tu vis, les usages quand tu vas quelque part. Enfin, t'es dans l'observation en permanence. Eux, ce que je leur souhaite et ce que j'essaye de leur enseigner, c'est cet aspect international. Je pense que ça, c'était important pour moi, pour leur ouverture d'esprit, pour leur permettre de s'autoriser d'aller vivre où ils voulaient aussi. Je leur souhaite d'avoir de la passion pour ce qu'ils font. Et tu leur conseilles de faire quoi d'ailleurs? C'est une question assez difficile. Je pense que moi, par exemple, je suis pas trop comme moi. Je me suis découverte au fur et à mesure, au fil du temps. Tu m'aurais posé cette question à l'âge de mes enfants, j'aurais pas pu te répondre. Bien sûr. Donc je préfère comme beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà. Donc tu vois, je préfère qu'ils testent, qu'ils fassent des stages, et j'espère qu'ils trouveront un truc qui va les illuminer un moment et les éclairer, leur donner envie. Ouais. Et là, je pense que ils savent pas exactement. Et voilà, j'espère que qu'il y aura un déclic. C'est assez drôle cette génération parce qu'ils ont aussi vraiment conscience de l'intelligence artificielle. Comment, d'ailleurs, comment vous l'utilisez-vous chez Vitra et surtout comment vous êtes préservé par l'intelligence artificielle? Enfin, on l'est pas, personne ne l'est vraiment, puisque tu vois, dans le monde de la création, ça va tellement vite. L'architecture d'intérieur, tu peux avoir un plan en 2 secondes. Donc je pense que personne ne l'est vraiment. Après, non, mais vous faites des produits physiques, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, vous n'allez pas vous faire disrupter par l'IA, quoi. À un moment donné, on aura toujours besoin de sièges pour s'asseoir, a priori. Oui, il faudra toujours les fabriquer. Oui. 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 Après, bon, c'est un plus. Tu vois, par exemple, tu me demandais aussi comment je gérais. Tout ce qui est techno, c'est tellement important pour le moment. Moi, j'essaye aussi d'ouvrir Vitra à ça. Donc, il y avait le salon Adopt AI qui était à Paris. Ouais. Et donc, nous, on a été partenaire du salon. Okay. Et l'idée, c'était d'être à ce salon, de créer des espaces pour tous ces CEO, ces PDG, et qui puissent se rendre compte. Et on a fait un micro-trottoir pour leur poser la question, est-ce que l'espace physique avait encore
une importance, puisqu'est-ce que tu peux tout faire dans le digital. Donc tu vois, c'est ce genre de truc également que j'aime bien tester. Et puis donc un des points qui était très intéressant pendant ce salon sur l'intelligence artificielle, j'ai fait plein de conférences et ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait tu peux pas faire machine arrière, mais en tout cas là où tu te mettras en danger, c'est si tu n'apprends pas en fait à l'utiliser. Et donc aujourd'hui, pour revenir un peu sur le marché du travail, le plus important, ça va être l'apprentissage en fait. Et il va falloir, faut que les entreprises elles investissent dans la formation pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je vais m'en servir? Et comment j'embarque mes équipes? Parce que ceux qui ne seront pas embarqués, ben là ils vont être en danger. Donc il y a vraiment et ça, quand on parlait des espaces de travail, ça c'est clé aussi parce qu'aujourd'hui, quand je te disais qu'il faut qu'ils soient agiles, il faut vraiment qu'on puisse se mettre dans des positions il faut qu'on apprenne beaucoup plus. La curiosité, ça va être clé. Ok. Très bien. Et ben on a fait un grand tour quand même, non? Oui. Est-ce qu'on a parlé de tous les sujets dont tu voulais parler? Bah, on en a parlé de pas mal de trucs. Pas mal de trucs, ouais. Il me semble qu'on a fait un bon tour quand même. Ouais. Trop cool. Qu'est-ce que tu ferais différemment là dans ce parcours? Bah, si j'avais une autre vie, ce qui m'aura manqué, c'est peut-être d'avoir un moment, peut-être vraiment ma propre boîte, en fait, tu vois. Je pense, moi aussi. Est-ce que c'est le next step? Non, parce que t'as que à peine 50 ans, non? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Bah, pour le moment, bah, je suis hyper loyale. Très, très loyale. Et tant que tu vois, chez Stilke, c'était dramatique. Je disais, mais je peux pas rester aussi longtemps dans ma première boîte, mais j'arrivais pas à partir parce que j'avais tout le temps des challenges que j'adorais. Et là, chez Vitra, c'est pareil. Cette boîte, j'adore, en fait. Il y a pas mieux, non? Enfin, dans l'édition, dans le bah non, il y a pas mieux, en fait. Ouais. Quoi. Et puis, tu vois, c'est quand même, voilà, c'est une famille, donc j'adore mon équipe à Paris. Ils ont une espèce d'énorme confiance, j'ai l'impression, non, dans les gens avec qui ils bossent. Bah, j'ai l'impression aussi, oui. On a pas mal d'autonomie, en fait. Ouais, t'as les mains libres, quand même. Ouais. Tu fais n'importe quoi, bien sûr. Après, je suis j'adhère avec la direction. Donc, tu vois, quand je suis partie de Stilke, c'est que j'adhérais plus avec la direction. Donc, tant que t'adhères avec la direction, moi, j'adhère vraiment avec la direction de Vitra. Donc, pour moi, c'est pas un effort, en fait. C'est, je suis alignée. Et aussi, ce que j'adore dans mon métier, c'est mon équipe. On est dans des métiers passion, donc en fait, tu vois, les lignes même entre l'amitié et le travail sont toujours fines. En fait, on partage tellement de choses. On va beaucoup à d'événements le soir, le week-end. Enfin, c'est vraiment riche. Trop bien, magnifique. Eh ben, écoute, on termine là-dessus. C'est peut-être pour transmettre le relais. C'est une question que je pose toujours pour transmettre le relais. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Alors, moi, je pense à 2 personnes que j'aime énormément, qui m'inspirent. Je pense à Clémence Cahu. Ouais. C'est sûr que t'aimes bien ça. C'est vrai? Ouais. Ah bah oui, parce que t'as vu que c'était quelqu'un. Donc Clémence, ouais, j'adore son parcours, j'adore son histoire. Elle aussi, tu vois, elle a créé sa marque et il y a une histoire derrière sa marque, donc je vais pas la dévoiler parce que si elle vient, elle pourra la raconter. Et sa personnalité, c'est une femme hyper forte. Et je pense aussi à Pauline Glézal, qui, tu vois, quand t'es dans ces métiers de dirigeant, parfois tu te sens seule. Et c'est une personne que je vois en dehors et c'est voilà, à chaque fois on a des échanges, je ressors, je me sens superwoman tellement elle m'a donné d'idées. Donc c'est une directrice artistique qui a aussi après dirigé la direction artistique de Made in Design et voilà, c'est une personne pleine de talent avec beaucoup de ressentis, très fine, beaucoup de culture. Donc voilà, c'est 2 personnes qui m'inspirent énormément. Pauline Glézal, très bien. Et ben je vais la suivre. Très bien. Merci infiniment et bonne continuation, longue vie à Vitra bien sûr et longue vie à toi et à tous tes beaux projets. À bientôt, salut. Merci Adrien.